Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver ce matin dans le cadre de votre magazine quotidien Horizon Midi sur Horizon 3 Télévision. C'est un plaisir de vous retrouver ensemble pendant un peu plus d'une heure, 40 minutes. Nous allons décrypter l'actualité camerounaise marquée par les concertations organisées entre Elecam et les autres acteurs du processus électoral hier. Et ils étaient nombreux, les hommes politiques, les acteurs de la société civile qui ont discuté avec les membres du conseil électoral sur plusieurs sujets et des recommandations ont été prises parmi lesquelles la modification du code électoral avant la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Que peuvent ces résolutions? Est-ce qu'elles peuvent être appliquées sur le terrain? On en parlera dans cette émission alors qu'un candidat s'est déjà déclaré, lui, à la présidence de l'année prochaine. Jean-Blaise Gouet a donné une conférence de presse hier au cours de laquelle il est revenu sur son plan pour rehausser l'image du Cameroun. On en parlera dans cette émission. Nous parlerons aussi, mesdames et messieurs, de l'accident de circulation récemment survenu sur la route de Simalène en périphérie de la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Plusieurs personnes sont décédées après la collision entre un véhicule personnel et un camion d'une société camerounaise. Que s'est-il passé? Comment comprendre les stationnements anarchiques sur les axes cruciaux dans notre pays? Que font les autorités pour résoudre le problème? On fera le point sur le sujet. À l'étranger, nous parlerons de la situation en Russie où une journaliste d'un média international a été condamnée par la justice russe. Elle est accusée d'espionnage. Qu'en est-il concrètement? Qu'est-ce qu'elle encourt en termes de peine judiciaire? On fera le point sur la question et on sortira de cette émission avec la troisième fête de la banane plantain. Vous écouterez de façon exceptionnelle ce matin quelques vendeuses de bananes plantain dans les rues de la capitale politique du Cameroun qui parlent de leurs difficultés. On vous dira plus sur la question. Voilà le menu de votre programme Horizon Midi de ce mercredi. Merci, mesdames et messieurs, à vous d'être là. Installez-vous confortablement. Merci à vous d'être avec nous dans le cadre de cette émission, mesdames et messieurs. On ne cessera jamais de le dire. Merci à la grosse équipe de production qui nous accompagne ce matin. Rodrigue Ndié, Steve Ngounou, Mathieu Elad, Echemot, Eric Dikongue. Une grosse équipe. Merci à elle, Romary Noifeu, chroniqueur bien installé sur le plateau ce matin, absent hier, très présent aujourd'hui. Romary Noifeu, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour Jordan, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs. C'est une absence d'ailleurs qui peut se justifier. Vous aurez le temps très certainement d'en parler en effet. Tout au long de ce programme. Une absence également qui a été, je veux dire, bénéfique, non seulement pour le Cameroun tout entier, mais aussi pour moi personnellement et pour le groupe Horizon 3. Permettez-moi, Jordan, d'adresser mes salutations sincères ce matin à monsieur le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, Sardaouna, qui a effectivement traversé une étape aussi importante, délicate. Il s'agit ici de la budgétisation justement de cette institution-là. Il n'est pas reproché, un parcours sans faute depuis justement son arrivée à la tête de la SIC. Coup de chapeau et bravo. Merci à vous, Monsieur Sadaouna, à la tête de la SIG, la Société immobilière du Cameroun, l'une des entités les plus importantes dans un contexte de manque criard de logement dans notre pays. Il paraît, Romary Noifeu, que la SIG, c'est leur... Légaux pour donner l'opportunité à d'autres dossiers justement d'être épurgés et d'avoir accès à l'ensemble de ces logements. Donc c'est toute la grosse difficulté. Lorsque vous discutez avec sa cellule de communication, on vous explique clairement qu'il y a des Camerounais en voie de libérer justement ces logements sociaux, mais que pour que cela soit effectif, il faut absolument suivre la voie légale, c'est-à-dire faire appel à un juriste, comment vous les appelez, à un huissier de justice, d'ailleurs qui travaille en collaboration avec la SIC. Il doit utiliser des moyens plutôt connus par notre réglementation en vigueur pour donner justement à ces usagers de pouvoir libérer et céder la place à ceux qui remplissent justement toutes les conditions. Je pense que le débat autour de cette institution aujourd'hui, c'est le débat relatif à l'augmentation du coût du loyer dans ces logements sociaux qui demandent quand même un peu plus de 500 000 francs CFA pour un Camerounais lambda. On se demande bien comment est-ce que cela est possible, mais
c'est une décision conjointe du ministère des Finances et même de la Société immobilière du Cameroun. Merci à vous, Romaric Noifeu, pour ces quelques informations, même si sur le terrain, dans le cadre des activités de cette structure, les Camerounais se demandent toujours finalement, est-ce que ce n'est pas une structure pour les riches? Parce que, comme je le disais encore, la prégnance des problèmes liés aux logements sociaux reste visible sur le terrain. Nous sommes dans un pays où on a construit les logements sociaux, sauf que ceux qui vivent ne sont pas les Camerounais qui n'arrivent pas à avoir quelque chose dans leur poche à la fin de chaque journée. C'est toujours compliqué pour eux de vivre dans ces logements et ils souffrent le martyre. C'est très compliqué, c'est pourquoi je vous ai parlé de ce mécanisme, justement, mon cher Jordan, pour pouvoir expulser ces Camerounais véreux de ces logements sociaux. Autrefois réservés à cette classe sociale, vous venez d'en parler ici. Mais sauf que le constat qui est fait sur le terrain, c'est qu'il y a des préfets, des sous-préfets, il y a des colonels, des commissaires de police, justement, qui sont logés dans ces logements-là. Or, c'est destiné pour le Camerounais vraiment à ses moyens. Mais pour les extraits, il faut suivre la réglementation. Sur la question, Romaric Noifeu, Julia Sedio, bonjour. Bienvenue à vous sur le plateau. Oui, contraintes administratives. On connaît toutes les tâches que vous menez pour le bien d'Horizon 3 Télévision. Et il n'y a pas que l'image qu'on voit à l'antenne, il y a tout un gros travail qui se fait en back-office. Merci beaucoup à vous d'être là sur le plateau, Julien Job. On était déjà sur le sujet relatif à la Société immobilière du Cameroun. Et ce qui intéresse les Camerounais qui nous regardent seulement, c'est la comparaison. Lorsqu'on voit les pays développés, si on prend le cas de la France, on parle des HLM, loyer habitat à loyer modéré. Ce sont les pauvres qui y vivent. Beaucoup de personnes n'aiment même pas vivre dans ces endroits. Au Cameroun, les logements sociaux qui étaient censés être occupés par les pauvres sont plutôt occupés par des personnes visiblement nanties dans la société qui peuvent, avec leurs revenus, acquérir des logements un peu plus sérieux au détriment des pauvres. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? N'essayez surtout pas de comprendre les choses comme vous allez devenir fou. Bon, d'accord. Si vous tenez à votre carrière... si vous voulez la mener pendant longtemps, si vous voulez comprendre le Cameroun, vous allez perdre la tête avant l'âge auquel on perd normalement la tête. D'accord. Maintenant, les HLM, pour faire la comparaison, effectivement, peuvent être assimilés au logement SIC au Cameroun. Il faut noter que les logements SIC, ce n'est pas pour les Camerounais pauvres. C'est pour les fonctionnaires d'un revenu relativement bas. Donc, ils n'ont même pas pensé des politiques justement pour les pauvres. Parce qu'un fonctionnaire au Cameroun n'est même pas considéré comme un pauvre. C'est quelqu'un qui vit. Oui, il s'en sort, comme on dit trivialement. En principe, rien n'a même été pensé et prévu pour le pauvre. Oui. Et ça rejoint ce que nous disons tout le temps sur ce plateau, l'absence des politiques sociales bien élaborées. Les HLM, c'est vraiment fait pour les pauvres, comme ça se dit. D'ailleurs, dans des pays comme la France, lorsque vous habitez un HLM, vous êtes même un petit peu moqué. Les enfants qui sortent de là à l'école, ils sont insultés, disant vous êtes pauvre, vos parents n'ont rien. Oui, ils sont insultés, c'est les logements de la honte. Mais le gouvernement français a pensé qu'il fallait trouver des solutions pour des couches défavorisées de la société. Alors, une transposée au Cameroun voudrait que la SIC fasse pareil, mais on s'est rendu compte depuis quelque temps que la SIC, qui en principe devrait avoir une vocation non commerciale mais sociale, se lance de plus en plus dans le business parce que la même société immobilière s'est lancée dans la construction des habitats au standing et autres. Oui, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, notamment en Fouzi, etc. Mais ce qui est à déplorer, comme j'ai trouvé Romaric le disant, c'est le fait que ces logements, parce qu'il y a même les fonctionnaires qui s'en sortent pas, les agents de l'État qui s'en sortent pas, soient pris en otage par des hauts gradés de la police parfois, quelques-uns de l'administration publique, des cadres d'un certain niveau de revenus qui peuvent se permettre même de se bâtir des maisons, qui peuvent se permettre de louer ailleurs, laissant ainsi la possibilité aux plus pauvres d'occuper ces bâtiments-ci. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, pour avoir un domicile SIC, je vous avoue, et je confesse que n'étant pas un fonctionnaire, j'en cherche un. Parce qu'il n'y a pas que les fonctionnaires qui y vivent. Il y a des mécanismes qui permettent aux particuliers également de les intégrer. En effet. Depuis des années. D'accord. Mais les sommes qu'il faut débourser pour pouvoir avoir une place de quelqu'un qui sort sont simplement vertigineuses. Et en termes de millions, beaucoup de millions, pour que quelqu'un vous donne sa maison en la libérant, il faut débourser jusqu'à 3 millions parfois. Pour la caution que vous versez pour payer vos loyers normalement. Et c'est très compliqué par rapport aux revenus moyens des Camerounais qui vivent dans notre pays. Comment on fait pour intégrer un logement SIC si quelqu'un de vous
Parce qu'au Cameroun, c'est le réseau de tuyaux. D'accord. Bon. À ce tuyau-là, Nous- qui me le donne? Oui. J'ai besoin d'un logement civique. D'accord. Romaric Noifeu Mes revenus vous- sont relativement bas vous- et c'est mon niveau là-bas. vous rencontrera après Comment cette faire quoi? émission. On ne sait pas s'il peut vous aider dans ce sens, en tout cas. Mes revenus sont relativement bas et c'est mon niveau là-bas. D'accord. Romaric Noifeu, au-dessus de l'actualité de ce matin. J'en On passe parlais déjà. Par rapport à la CIC, Oui, j'en mais vous parlais. avez dit bonjour au directeur général. c'était pas votre- Oui, c'est vrai, le fait qu'on épilogue là-dessus pendant plusieurs minutes, Oui. témoigne à suffire que... Moi, c'était important d'épiloguer parce que Horizon Midi n'est pas une émission de salutation, on arrive à feu. D'accord. Je lance ce job, votre fait de société. On imagine que dans le cadre de Pourquoi vos vous concluez activités. qu'il a en fait société Non, Romaric Noifeu, dans le cadre de vos activités administratives, vous avez quand même pris le temps de cogiter et des Camerounais qui vous rencontrent constamment. Si il y a quelque chose de particulier ce matin, on vous écoute. Je lance ce job. Oui, Jordan, c'est encore un fait de société. Oui. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Il y a qu'un monsieur se plaint qu'il a remarqué que sa femme a des attitudes pas commodes depuis quelque temps. Il a soupçonné d'ailleurs l'infidélité. Aujourd'hui, il détient la preuve de l'infidélité de sa femme et sa femme est passée aux aveux. Il dit aimer sa femme, sauf que l'image d'une scène qu'il imagine, sa femme le trompant, n'arrive pas à le quitter et il ne sait pas si la décision qu'il est en train de prendre est la meilleure, c'est-à-dire la quitter, ou alors il peut avoir des conseils de nous, lui donnant la force. Parce que c'est des cas où on en parle tout le temps ici, mais son cas est particulier parce qu'il veut véritablement s'accrocher à une raison pour pardonner cette infidélité à sa femme. Donc il essaie de trouver des astuces pour voir comment il peut oublier cette dérive de sa femme qui est passée aux aveux normalement. Est-ce qu'il pourra un jour oublier cette image-là? Ben, c'est l'ensemble des conseils qu'il attend de nous aujourd'hui. Il voudrait qu'on lui donne des astuces pour oublier parce qu'il aime vraiment sa femme, même s'il est en train de s'en éloigner. Comment il fait pour oublier que sa femme l'a trompé? D'accord. Elle a trompé combien de fois? Je n'ai pas ce détail pour être honnête. D'accord. Voilà. Romaric Noifeu. Bon, la première question, est-ce qu'il y a une différence entre le fait pour une femme de tromper un homme une seule fois ou plusieurs fois? Vous faites partie de ceux qui pensent que tromper, c'est tromper. Tromper, c'est tromper. Une fois déjà, c'est trop grave. Tromper, c'est tromper. D'accord. Une fois déjà, c'est trop Il n'y grave. a pas de tromper, c'est tromper, c'est tromper. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à ce monsieur? Il a été cocufié. Hein. Il était cocufié, c'est comme ça qu'on l'appelle. Dans les pays où on parle un Tout à français fait. un peu plus Tout à fait, soutenu tout à fait. que ce qu'on parle sous les tropiques. Romaric Noifeu, vous écoute. Oui. Oui, moi, la question, c'est est-ce qu'ils sont légalement mariés? Je ne sais pas, j'ai parlé de sa femme, c'est sa femme. Ils sont mariés. D'accord. Ils ont des enfants, je leur sais job. C'est sa femme. Et je vais même vous surprendre. Sa femme est une people. Une people. Elle aime people. Oui, elle est même une animatrice télé. Ah bon? Je le dis pour que vous ayez l'idée de l'ampleur de ce qui peut tourmenter cet homme. D'accord. Et lui, il fait Et quoi elle dans la avait vie? commencé à faire justement ses aveux sur un plateau télé, mais de manière masquée. Ce qui a d'ailleurs attiré l'attention de son homme qui a commencé à creuser son enquête. Il a poussé son enquête plus loin pour découvrir la vérité. Et donc, lui aimant tellement sa femme, fille assez jolie et brune, je ne l'en dirai pas plus, vous pourriez tout de suite savoir de qui il s'agit. Voilà la situation. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un homme d'affaires, il s'en sort. C'est pas comme si la pupilité de sa femme influençait quoi que ce soit dans leur couple. Non, absolument pas. Il s'en sort, c'est monsieur qui s'en sort. Encore que les hommes qui épousent les animatrices télé s'en sortent presque toujours. Romaric Noifeu. D'autres détails qui vont changer votre perception sur la situation, ou alors vous restez droit dans ce que vous aviez à nous dire ce matin? Pour ceux qui connaissent Bicoque, c'est non loin du 3e arrondissement. Il y a un très beau site touristique de ce côté. Il y a des constructions à la traditionnelle, des pailles et autres. Vraiment, je ne veux pas trop barader. Qu'ils partent dans un site touristique, qu'ils s'éloignent de la ville avec sa femme et qu'ils fassent l'amour pendant plusieurs jours et reviennent à Yaoundé. Les choses vont changer. C'est-à-dire? Comme je vous ai dit là. Romaric Noifeu. Mon ami Jordan, vous savez, Vous n'avez pas vu venir, en fait. C'est la raison pour laquelle. Non, moi, je l'avais vu venir. Je connais la position de Romaric sur d'accord. l'infidélité. Alors, moi, vous n'avez pas vu venir, oui. Vous Moi, savez- c'est pour ça que moi, je scalfe un peu sur le plateau ce matin. l'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour, comment on dit ça? Bref, vous devez arriver à un niveau où voir votre femme sur votre lit conjugal, oui, vous avez mal.
Mais vous devez justement vous surpasser et apprendre à laisser un certain nombre de choses derrière vous. Parce que lui-même, il n'est pas facile. Lui-même, il n'est pas très facile. Ce n'est pas parce que la femme a avoué, elle au moins, elle est courageuse. Venir dire à son homme, voilà ce qui se passe, moi je trouve ça assez courageuse. Il devrait même saluer cette posture-là. Parce qu'il y a d'aucuns qui le font et qui préfèrent jouer au petit cache-cache. Hein? Alors lui, est-ce qu'il a le courage de venir également dire à sa femme, voilà ce que je fais? Je ne pense pas. Donc la seule solution pour moi, c'est de quitter leur lieu habituel pour une semaine. Puisqu'ils sont légalement mariés, devant Dieu, devant les hommes, faites l'amour pendant une semaine, revenez à Yaoundé, les choses seront plus pareilles. D'accord. Romaric Noifeu, merci pour cette déclaration. Jules Saint-Job, vous, votre point de vue par rapport à ça, Romaric focus sur la posture selon laquelle le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, ce sont les beaux jours, et le pire, au-delà de la mort ou de la maladie d'un conjoint, ça peut être la tromperie. Vous revenez à de meilleurs sentiments après une situation pareille? Jules Saint-Job, qu'est-ce que vous dites au monsieur? Ben, je commence par rejoindre Romaric sur le fait que tromper, c'est tromper. Oui, Une fois, oui. 2 fois ou 100 fois tromper, c'est tromper. D'accord. Je poursuis en disant que la Bible dit, et la Bible que Romaric a l'habitude. Ah bon? Bon, oui. convoquer, Les roses un peu versées ce matin. Que quiconque commet l'adultère Doit être répudié? est passible de jugement. La même Bible dit, si votre femme commet un adultère, vous devez la répudier. C'est la Bible qui le dit. Et sur ce plateau, nous avons quelqu'un qui a l'habitude de prendre la Bible pour justifier beaucoup de forfaits. Et c'est Romaric Noifeu. Mais vous serez surpris. Pour une fois, après avoir situé le contexte, je vais le rejoindre. Ma position sur ces questions-là a légèrement évolué. J'ai fait une analyse introspective de ma propre vie. Je me suis rendu compte que je n'ai jamais été un homme fidèle. Et ça, c'est pas bon. D'accord. Alors, bon, mais le rapport... quand j'élargis cela, oui, le rapport parce que avec moi, écoutez la démarche scientifique. Bon. Parce que moi, j'estime être un homme suffisamment sérieux, qui devrait même être enseigné aux jeunes générations comme modèle. Et que, bizarrement, je ne suis pas l'homme le plus fidèle au monde. J'imagine ceux comme vous, qui ne sont pas des modèles, combien ils peuvent tromper leur femme et à quelle fréquence? Vous qui? Je Je n'ai indexé personne. Ah d'accord, parce que quand vous dites Non, non, vous, vous, on je a me suis l'impression sûr. Non, mais on monsieur, a vous pouvez l'impression pas. que vous... Voilà. Le but est justement qu'il y ait ces suspicions. Non, donnez des conseils. Il y en aura Voilà. pas. Donnez des conseils J'en au viens. monsieur. hein. J'en viens. Oui, laissez- J'en viens. Voilà. Je maintiens encore que moi qui suis un modèle, Oui. dites-moi modèle par rapport à Non, par rapport à quoi? vous vous autoproclamez modèle. On vous écoute, oui. Non, Jordan, je suis votre modèle. Bon, passons. On va faire un débat Passons. sur la modélisation. On vous écoute. Passons. Jules Je vous disais que c'est moi qui suis sérieux, entre guillemets. Je n'ai vraiment jamais été très fidèle. J'imagine les autres hommes. Donc, l'idée ici est de vous dire que chaque homme, ou du moins la grande majorité, trompe leur partenaire. L'homme se satisfait rarement d'une seule femme. Et je ne comprends pas cette obsession que nous avons de croire que la femme ne peut pas être dans la même posture. Il peut bien avoir des moments où la femme est dans une situation de faiblesse, parce qu'elle n'a pas eu des compliments de vous depuis un temps, parce qu'elle n'a pas reçu ci ou ça de vous depuis Oui. un temps. Vous l'avez pas vous ne fait remarquez- voyager. Vous ne remarquez oui. même pas qu'elle a changé de coiffure. Et qui est un petit louba à côté qui lui dit à chaque fois qu'elle est belle, elle est mignonne et tout le reste. Je vous rappelle que la femme est capable de vous tromper avec un motoman parce que le motoman la porte chaque jour sur sa moto. Ah, alors que la moto aller et retour vaut 200. Oui. On l'a dit. Mais justement parce que la femme est capable de le faire. C'est quelqu'un qu'on ne comprend Elle veut pas. goûter de nouvelles Quelqu'un qu'on sensations. ne comprend pas. Elle Donc, veut connaître ce qu'il y a. je suis aussi de l'autre plus en côté. plus de ceux qui pensent que l'amour peut pardonner tout, D'accord. y compris la tromperie, si on peut le dire ainsi. Donc, le monsieur a le choix entre se faire un moral d'acier, se dire, ça ne peut pas me dominer le fait que ma femme soit allée avec un autre, bâtir son moral, mais renforcer son moral, ou alors s'accrocher à ça et jouir de son libre arbitre
celui qui voudrait que s'il est malheureux avec sa femme, parce que les images de sa tromperie le hantent, qu'il la quitte. S'il n'arrive pas à bâtir ou à forger son mental pour le supporter, qu'il la quitte. C'est lui qui détient la décision entre ses mains. La vérité est qu'on peut vivre avec une femme qui nous a trompés. Ça, c'est vrai. Romain il a dit, on peut pardonner, même si on n'oublie pas. On peut à un moment donné se projeter. Parce que je vous assure que 80% d'hommes cocufiés, même 95% d'hommes cocufiés, sont généralement des hommes qui, eux aussi, à un moment donné, ont trompé deux ou trois fois leur conjointe, ou leur compagne, ou leurs épouses. Il faut qu'on apprenne aussi à être fair play, Jordan. En plus, vivez comme nous autres. Je me dis toujours, en évaluant ma vie jusqu'à sa fin avec une femme, que je suis sûr à 100% que je ne serai pas le seul homme qui aura vu ou qui verra sa nudité. Du coup, je vis tranquillement. Le jour où ça arrive, je dis, ah bon, dans mes prévisions, je l'avais inséré. Je ne sais pas si vous voyez cette façon de faire. Je me mets en tête que je ne peux pas être le seul homme. Sur tous les hommes qui draguent ma compagne, toute sa vie, à l'avoir connue. Ce qui fait que le jour où ça va arriver, ou que je l'aurais découvert, je me dis, non, j'avais intégré ça dans mes prévisions, donc du coup, la vie peut continuer. La vie continue. Oui, oui, c'est ce que j'ai... Comme si de rien n'était, ou alors vous changez d'attitude envers cette femme. Sauf que vous me permettez justement de chuter définitivement, oui. d'achever mon propos. Quand j'ai été capable de supporter une telle escalade, une telle dérive, pour être sûr que le jour où vous découvrez les miennes, le jour où elles arrivent, le conseil que je vous donne... De rester tranquille. Non, rester tranquille, c'est peu de le dire. D'accord. C'est de ne même pas essayer d'envisager une quelconque discussion. D'accord. Là, on peut vivre tranquillement. Merci, Julien Sédio, on a bien compris avec votre posture ce que vous dites au monsieur qui s'est fait cocufier. La vie est faite de ces quelques désavantages, inconvénients. Il faut tout simplement faire avec, voir dans quelle mesure continuer. Elle a le choix entre répudier la dame et faire abstraction de cela et continuer la relation. C'est à lui de faire le choix. On ne peut que lui donner des conseils ce matin. Maintenant, ce sera à lui de décider. Il est 10h passé de 32 minutes dans ce studio. On prend la première halte de cette émission pour revenir, mesdames et messieurs, sur ces images tragiques qui ont été perceptibles en début de semaine au niveau de l'autoroute de Yaoundé-Nsimalène. Plusieurs personnes sont mortes après un accident de la circulation. Que s'est-il passé? Comment comprendre cette situation? On en parle dans un instant. C'est la première halte de votre programme de ce matin. Retour sur le plateau d'Horizon Midi, édition de ce mercredi 27 novembre 2024. Les images ont abondamment été partagées sur les réseaux sociaux. Une voiture dans un état de décomposition avancée. On aura l'occasion d'apercevoir quelques images tout à l'heure dans cette émission. Mesdames et messieurs, c'est l'adjoint à la mairie de Mfou qui a été tué. Pas assassiné, tué. Après, c'est l'accident de la circulation survenu sur la route entre Yaoundé et Nsimalène au petit matin. Collision entre son véhicule et un véhicule d'une société brassicole dans notre pays, Romaric Noifeu. Ces images-là, la première réaction ce matin, c'est comment est-ce que vous interprétez ce type d'accident? Parce qu'on reviendra tout à l'heure sur les causes qui sont dues au stationnement sur les autoroutes, alors que selon la législation, on ne doit pas le faire. C'était justement un élément de mon commentaire. Oui. Puisque vous voulez mettre cela dans le registre des causes, permettez-moi alors de faire une analyse relative à ce que j'appelle l'aube des longs couteaux. Nous sommes dans un contexte politique assez sensible où l'on pourrait faire du n'importe quoi pour pouvoir atteindre à son altère. Et c'est effectivement ce que l'adjoint au maire de Mfou, de le prénommé Marien. Puis nous sommes en politique, Jordan. Marien était bien parti pour être maire en Mfou. Qui sait, peut-être les bâtons ont été mis dans les roues. Je vous dis, aujourd'hui, un politicien est capable d'abattre son frère. Je ne suis pas en train de dire qu'on l'a abattu, mais je dis que nous sommes à l'aube des longs couteaux et un politicien serait capable d'en arriver là. Bon. Lorsqu'il constate, laissez-moi chuter, lorsqu'il on va constate
que son poste ou que son siège est menacé, il est capable de tout faire pour vous broyer. On a eu un cas récent avec l'ancien ministre des Mines. Ça, c'est un. Deuxièmement. Oui, nous reviendrons. Nous remarquons dans un instant. Nous reviendrons. Permettez-moi, Jordan. Parce que, voilà, on parle d'un accident de la circulation. Vous avez demandé quelle est ma perception des choses. Oui, mais... Je suis en train de répondre, c'est ma perception. Bâton dans les roues, voilà, les élections... je réponds à votre question. En 2026... Quelle est la question? Rappelez-moi la question. La perception que vous avez... Je vous donne ma perception et vous estimez que je dois aller dans le sens... Non, je ne voudrais pas donner un sens à suivre, mais on m'arrête dans feu. Parce que vous dites, voilà, les Camerounais, vous savez, les médias aussi le particulier, que, voilà, lorsque vous parlez, vous avez peut-être de bonnes intentions explicatives, mais quelqu'un tirera de ce que vous dites, ce qu'il veut, et puis on peut vous accuser d'avoir émis quelques réserves ou des accusations qui parfois ne sont pas fondées. De quelle accusation, monsieur? Oui. Et quand on s'abstient de donner des noms, c'est parce que pour le moment, on n'a pas encore des preuves matérielles. D'accord. Mais des informations à bonne source, nous les avons. Merci. Localité située dans le département de la Meufoué-Afamba, à environ 30 km de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, Julien Arsène Diop. En revenant sur les circonstances de cet accident de la circulation survenu au petit matin du 25 novembre 2024, c'était lundi, un camion d'une société brassicole stationné sur la route. On imagine bien que si ce camion n'était pas là, peut-être que le véhicule devait terminer sa course dans un ravin ou alors au niveau de ce qu'on appelle les garde-fours. C'est très compliqué. Votre première réaction sur cet accident de la circulation, c'est vrai, on a annoncé cela lundi, on insiste dessus ce matin. Ben, la vérité, c'est que, personnellement, je n'arrive pas à m'expliquer ce qui a bien pu se passer. Oui. Je ne sais pas si c'est le camion des sapeurs-pompiers ou bien le camion de la société en question. Camion de la société brassicole. Brassicole. Oui. Regardez où il est garé. Et regardez exactement à quel niveau, l'angle d'impact. Voilà, Marie. L'angle d'impact, du coup, tout ça m'intrigue. Qu'est-ce que j'essaie de comprendre par là? Eh bien, Jordan, premièrement, les autoroutes ne sont pas conçues pour que les camions voilà son stationnent. petit frère, voilà sa cousine. N'importe comment. Romaric semble bien connaître cette famille. S'il pouvait me laisser donner également mon avis avant de revenir, ça me ferait plaisir. Les autoroutes ne sont pas faites, construites pour que les camions y stationnent. On ne gare pas n'importe comment sur ces voies encore qu'il n'y a pas d'espace prévu pour garer. Peut-être intervention rapide, vous avez un petit souci, il y a des endroits prévus que vous garez. Mais tel que je vois le camion, là, il est pratiquement rentré en route. Regardez très bien. Je vois une bande à côté, je ne vois pas trop serré. Comment vous faites même pour voir dans l'obscurité, comme ça, Julien Arsène? Non, comment vous faites la pour photo voir? est claire, regardez. Non, elle n'est pas claire. Moi, je vois juste un monsieur, je crois que c'est un sapeur, et puis deux véhicules là, couleur regardez la rouge, matérialisation bandeau blanc. Regardez bien la matérialisation. On a l'impression qu'il est sur une voie. Il est sur une voie. Regardez bien la matérialisation. Il y a des voies sur cette autoroute. Donc, du coup, Romaric, ça m'inquiète un petit peu, ce type d'attitude. Moi, je commence par dénoncer. Hein. Et tel que c'est là, on a l'impression qu'il n'y a même pas eu de signalisation avant, indiquant au moins sur 100 mètres car c'est une autoroute, qu'il y a un véhicule en détresse quelque part devant. Donc, on peut se poser toutes les questions. Maintenant, si c'était un camion privé, je pourrais souscrire également à la thèse complotiste. Mais c'est un camion qui implique quand même une société commerciale. Je ne vois pas ce qu'elle irait chercher, une société commerciale, dans la programmation des assassinats. Donc, c'est bel et bien un acte d'incivisme. Questionnons à présent l'état de véhicule qui abritait les victimes. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être un problème de défaut de frein? Il faut mener une enquête approfondie. Est-ce que le camion, la voiture ne va pas échouer sur le camion cherchant un moyen de freiner? Tant de questions. Encore que là, si c'est vraiment questionnable sur une autoroute, on n'avait pas forcément besoin d'aller chercher un camion pour essayer de vous ralentir. Les voies sont seulement dégagées pour que vous ayez des manœuvres pendant au moins une bonne distance. Donc cette hypothèse pourrait être écartée si j'avais une autoroute devant moi et qu'il fallait, ou que j'avais perdu mes freins, et qu'il fallait chercher un secours, je n'irais pas échouer sur un camion, non. Je tenterai des manœuvres en rétrogradant, sachant que la route est complètement dégagée et assez grande. Donc, il est encore impossible de penser qu'il cherchait juste un moyen de freiner et qu'il a échoué derrière ce camion. D'une manière ou d'une autre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence d'un côté comme de l'autre. Comment on m'explique qu'on vient à vivre à l'allure en ne voyant pas un camion garé presque sur l'autoroute? Ça veut dire qu'on avait peut-être un défaut de phare. Premier point, c'est bien possible. Deuxième point, on peut avoir un défaut de frein, mais
pouvoir esquiver le camion, s'il est bien garé, donc il est bien possible que le camion était lui aussi mal garé. Il y a également une dimension qu'on n'a pas convoquée sur ce plateau et qu'on n'aime pas souvent convoquer parce que ça donne l'impression de ne pas avoir une dimension scientifique, c'est la dimension métaphysique. Il arrive qu'en Afrique, très souvent, c'est d'ailleurs un proverbe Mais c'est d'ailleurs la Romary Noifeu a effleuré la question tout à l'heure. Qui paraphrase bien la situation pour parler par exemple de Jésus, on dit souvent que Jésus est venu mort. On a seulement accroché sa mort sur Judas. Il y a des gens qui le pensent. Donc du coup, je pourrais croire que le maire et les occupants au véhicule étaient déjà morts. On a accroché seulement il manquait seulement une occasion pauvre camionneur qui était stationné en difficulté. D'accord. Donc, tant de choses qu'on n'arrive pas à comprendre, mais comme l'enquête a été ouverte, espérons que celle-ci soit fermée, pour qu'on sache à peu près ce qui s'est passé. C'est assez triste. Il faut d'ailleurs adresser nos condoléances aux familles des victimes, parce que c'est quand même, si je ne me trompe pas, 3 personnes décédées comme ça, arrachées à la vie brutalement, et c'est des événements desquels on se remet très difficilement. Romary Noifeu. Il y a de cela quelques temps, les autorités camerounaises, le ministère de la Défense notamment, ces autorités ont publié un message à travers des plateformes numériques pour expliquer aux Camerounais quelles sont les attitudes adoptées sur les autoroutes. Parce que semblerait-il, les automobilistes ne maîtrisent pas ces quelques questions. On dit par exemple qu'il est interdit de marcher à pied sur une autoroute, pas ouvert aux piétons du tout. Il est interdit de faire des marches arrière. C'est vrai. Il est interdit de rouler à moins de 80 km à l'heure. Il est interdit de stationner à des endroits qui ne sont pas indiqués. La question que je vous pose ce matin, est-ce qu'aujourd'hui, avec un accident pareil, on ne devrait pas revenir sur ces fondamentaux et est-ce que les autorités camerounaises devraient insister sur la sensibilisation afin qu'on évite ce type de situation? Ok, ces fondamentaux que vous présentez aujourd'hui, d'après vous, qu'est-ce qui est respecté là? Mais justement, on ne voit rien respecter, surtout par les automobilistes. Très bien. On donne ces fondamentaux pour qu'ils soient appliqués où? Les automobilistes devraient le faire. Lui-même, Romary qui intervient là, c'est un champion du désordre. Je vous rappelle que ce monsieur... monsieur... Comment ça? Il a pris l'autoroute avec ce monsieur, qui m'a encouragé à prendre l'autoroute avec un pneu presque creux. Donc, je dis très fort que ça Romary... Mais nous sommes là pour les téléspectateurs. On l'a compris, vous êtes un conducteur. Je doute très fort que ce monsieur soit la personne qu'il faut demander des conseils sur les pratiques sur l'autoroute. Vous êtes un conducteur, on l'a compris. Nous sommes là pour les téléspectateurs. On voit, nous sommes situés, Romary Noifeu, au niveau de l'échanger à Hala, dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé. Et lorsque nous apercevons... Il y a l'autoroute ou la piste? Il y a la route. D'accord. Oui, c'est sûr, il y a la route. C'est ce qui est certain en tout cas. C'est une route, Romary Noifeu. D'accord. Elle est qualifiée d'autoroute par les autorités, mais nous voyons une route. Oui. De toutes les façons, motos... il y a que ces autorités en charge des questions routières doivent penser effectivement à des mesures de veille pour se rassurer que les interdits qu'ils ont eux-mêmes rendus publics soient implémentés sur le terrain. Tant qu'il n'y a pas ça, il y aura toujours désordre, il y aura toujours dérive. Dans une société où il y a des interdits, dans une société où il y a plus d'interdits, il y a plus de déviance. Mais dans une société où on essaye de réguler, de veiller à ce que les interdits soient justement respectés par les populations, il y a moins de déviance. Et au Cameroun, malheureusement, il y a des interdits, mais on ne veille pas à ce que ceux qui doivent appliquer ces interdits les appliquent véritablement. Julien Sedjob, lorsqu'on voit parfois de façon malheureuse les accidents de la circulation causés visibles sur les autoroutes dans les pays un peu plus développés, on se rend effectivement compte que lorsqu'il y a un seul accident, c'est une sorte de chaîne parce que la vitesse est tellement importante à ce niveau, ce qui rend difficile le frein des automobilistes qui viennent derrière. Quand vous voulez changer de vitesse, vous changez également de couloir. On a insisté sur la sensibilisation, mais de l'autre côté, on se rend effectivement compte sur les photos ce matin qu'il n'y a absolument pas d'éclairage public. Ce sont quasiment les torches, des sapeurs-pompiers ou bien des riverains qui éclairaient à ce niveau-là, même si les causes de l'accident ne sont pas encore connues, parce qu'on peut parler d'excès de vitesse ou bien de conduite en état d'ébriété, parce qu'on peut bien se demander comment est-ce que... C'est un fait. C'est un fait. Peut aller, au moment où les faits se sont produits, il n'y avait pas d'éclairage public. Oui, c'est tout. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, c'est-à-dire, il va me poser la question, quelles sont les autorités doivent faire? On en a déjà tellement parlé. Qu'est-ce qui empêche aux autorités camerounaises d'initier des patrouilles pour vérifier si ceux qui roulent sur l'autoroute roulent comme ces personnes-là devraient normalement rouler, comme on voit ailleurs? Dans l'état actuel des choses, vous répondez à la question.
Souvenez-vous que j'ai toujours recommandé les patrouilles sur ces autoroutes. Oui. En effet. Celle-ci, il y a des Simalène particulièrement. C'est quand même une route qui dessert un aéroport d'une grande capitale. Oui. Une grande capitale, la capitale politique. L'idée de la patrouille ne devrait même pas être un débat, c'est-à-dire que c'est automatique. Il doit y avoir une patrouille. Et ce qui m'attriste, c'est que lorsque vous y roulez en journée, il y a un pick-up ou une voiture de gendarmerie qui bloque une voie, carrément, qui certainement attend des personnes pour racketter 500 ou 1000 francs, ou c'est encore, je ne sais pas trop. Dans un pays normal, c'est clair qu'au moins une prévention aurait fait le job de mettre des signalisations qu'il y a un camion stationné sur la voie. En fait, ça devrait être un devoir pour les forces de maintien de l'ordre et tout ce que vous voulez, non, Jordan. Ça doit être systématique. Il n'est pas normal déjà qu'un camion soit garé sur l'autoroute. Une fois qu'un camion est garé sur l'autoroute, c'est un problème. Il faut activer tous les mécanismes pour que le pays n'arrive pas. C'est un fait. Et ça relève des pouvoirs publics. On voit les devoir. autorités avec les fourrières municipales en ville. C'est un devoir. Elles doivent venir dans d'autres vérifier pays, ici. d'ailleurs, j'ai pour souvent enlever le ces dit, oui. là où c'est mieux structuré, et vous prenez le bon exemple. Je peux partir du principe que la police n'est pas suffisamment en capacité, je peux partir du principe que la gendarmerie elle-même n'est pas suffisamment en capacité, parce que c'est des postes de gendarmerie qui est à côté ou des brigades. Je peux comprendre la difficulté à tirer un camion, mais au moins qu'on prenne des dispositions pour signaler le danger venant de très loin. Ailleurs, c'est le génie militaire qui peut être utilisé pour ce type d'action. Le génie militaire a de l'arsenal, a des engins. Lorsqu'il y a une situation comme celle-là, par coopération, collaboration inter-agence ou inter-service, le génie militaire est alerté parce qu'il a du matériel, il vient dégager la voie. Sans aucune discussion, quelle qu'elle soit. Il y a des situations où on a vu le génie militaire agir. Un camion qui bloque complètement la voie, il faut actionner les mécanismes et tout ça. Non, les militaires prennent leurs responsabilités, ils dégagent d'abord la voie avant toute chose. C'est clair que d'une manière ou d'une autre, on vous adresse toujours la facture. Et c'est normal. Mais quand ça arrive, Jordan, le génie militaire qui a du matériel doit être actionné dans l'immédiat pour aller dégager la voie. Immédiatement avoir constaté. Sans aucune discussion. Oui. Les patrouilles, c'est là justement le rôle des patrouilles. Des patrouilles qui, elles sont activées, signalent un danger imminent, potentiel, et de quelque chose qui va arriver. Oui. Un camion mal stationné sur l'autoroute est un facteur accidentogène. Il finira par créer un accident, quoi qu'il arrive. C'est un fait, c'est connu. Vous ne pouvez pas esquiver un camion sur l'autoroute à une certaine vitesse. Je vous rappelle que la limitation, la vitesse moyenne sur une autoroute, c'est 110 km/h. Oui. Et à ce niveau-là... Pas moins de 80 km non, en pas tout cas. du tout. Oui. Je dis que la vitesse moyenne, c'est 110. Vous êtes modeste. La vitesse moyenne sur une autoroute, même les plus petites comme les nôtres, c'est 110 km/h. Hein. Attention. Ça va tellement vite qu'il est impossible de pouvoir réagir de manière réflexe quand il y a danger. Non, on prévient, on écarte le danger. Le génie militaire devrait être mis à contribution pour régler ce type de problème. Maintenant, pour parler de l'éclairage, et je sors certainement par là, Oui. il faut qu'on soit un petit peu méthodique. C'est vrai que l'autoroute, j'aime bien le dire, ce qu'on appelle l'autoroute, Yaoundé-Simalène a une particularité, c'est que c'est l'aéroport et la capitale politique. Mais est-ce que l'autoroute a vocation d'être éclairée? La réponse est non. On éclaire quoi sur l'autoroute? Ce n'est pas un lieu de loisir, c'est pas un lieu... Vous êtes censé partir quand vous êtes sur l'autoroute. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Vous êtes censé partir. Et quand vous prenez l'autoroute, assurez-vous d'avoir un véhicule en bon état. On ne tombe pas en panne sur l'autoroute. Ça n'existe jamais. Quand vous empruntez l'autoroute, assurez-vous d'être dans les normes les plus absolues. Donc, l'éclairage ne peut même pas être considéré comme un facteur. Sauf que c'est vrai que cette autoroute a une particularité. Mais on ne peut pas faire un procès au gouvernement parce qu'ils n'ont Par pas éclairé. rapport à cette fois-ci, quand même, les lampadaires, on peut les excuser pour ça. Mais je vous dis que l'autoroute n'a pas vocation à être éclairée. Non, absolument pas. On ne s'arrête pas là-bas. On éclaire les endroits qui sont potentiellement des dangers parce que fréquentés ou parce que les gens s'y arrêtent de temps en temps. C'est pour ça qu'on éclaire ces endroits. Parce que fréquentés, parce que les gens y marchent. Donc il y a des piétons. L'autoroute n'est pas faite pour être fréquentée. L'autoroute n'est pas faite pour abriter on appelle ça quoi? Des aires de repos et autres. Il y a une particularité pour les aires de repos. Il faut prévoir des échangeurs pour ça. Donc, l'excuse, je veux dire, l'idée de l'absence d'éclairage ne passe pas. C'est un problème de négligence, c'est un problème d'incivisme, c'est plusieurs problèmes à la fois, sauf celui de l'éclairage. Le stationnement qui était problématique concernant ce véhicule-là, Romaric Noifeu, la dernière question sur le sujet, c'est celle relative aux alcootests, les alcootests. Même si pour l'instant, on n'a pas de précisions sur est-ce que les conducteurs de ce véhicule étaient dans un état d'ébriété, mais il se passe que les informations venant du ministère des Transports font état de ce que, on le rappelle à chaque fois sur le plateau, parmi les principales causes
des accidents de la circulation à côté du mauvais état de route qui vient en 4e position. Il y a surtout l'excès de vitesse, le mauvais état des véhicules et la conduite en état d'ébriété. Des gens qui boivent 5 bières avant de prendre le volant, les conséquences sont visibles sur le terrain. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement camerounais peut se taguer de ne pas avoir d'argent pour initier à certains endroits des personnes qui viendront vérifier le niveau d'alcool dans le corps des personnes qui sont sur la voie publique? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi on ne fait pas ça sur le terrain? Je ne scène pas bien votre question, je voudrais l'avouer, Jordan. Parce qu'à la réalité, les politiques sociales prévoient quand même que pendant des voyages, il y a des agents du ministère du Transport, effectivement, qui interviennent dans le cadre de... Vous appelez ça La prévention routière? Voilà, la prévention routière. Mais eux, ils demandent les papiers des voitures. Ils n'ont pas d'alcotest sur eux. Non, il y a souvent ce groupement mixte-là, gendarmerie et puis... Police? Oui, prévention les contrôles routière, mixtes. Les contrôles mixtes, Oui. effectivement. Là, quand vous arrêtez, l'alcotest, le chauffeur descend pour et tout et tout. Mais là, on parle quand même de l'autoroute. Moi, je n'ai jamais vu d'alcotest au Mali-Bafeu. Ah Il y en bon? a, il y en a. Il y en a. Pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Il y en a. D'accord. Mais là, on parle Il y a même deux types d'autoroute. d'alcotests qui sont pratiqués sur nos routes. Comment est-ce que vous faites pour aller vous faire un alcotest, prendre l'autoroute et tout, quand on sait que justement c'est une voie, comme je l'ai dit, où on ne s'arrête pas, on est supposé tout simplement appuyer sur l'accélérateur et aller où on va. Je crois que le problème, il est visiblement ailleurs. Et nous avons déjà pu étaler certaines causes ici. Il faut appeler à plus de civisme, à plus de connaissances, interpeller justement ces usagers, à savoir que lorsqu'on emprunte l'autoroute, voilà effectivement les dispositions à prendre. Julio faisait encore montre d'un excellent pilote tout à l'heure. Votre voiture doit être en bon état, vous ne devez pas garer n'importe comment. Moi, je me souviens, l'autoroute Yaoundé-Douala, en passant par Colbusson, on était à Lobon, et puis on voulait justement revenir dans la ville de Yaoundé. Nous étions à pratiquement 22h, 23h, sauf qu'on était là stationné, tout était noir. Je vous assure, un véhicule qui vient même vous percuter, vous ne savez pas d'où il vient. C'était tellement gênant qu'on était obligé de repartir à l'Obo-Centre pour patienter les véhicules du matin. On n'avait pas de choix parce que c'était tellement, tout était dangereux visiblement. Donc, je crois qu'il faut tout simplement appeler les usagers à plus de civisme et que l'État du gouvernement, effectivement, mette en implémentation les mesures qui ont été prises, mon cher Jordan. Je veux dire, c'est pour terminer. On se souvient même des déclarations de Célestine Ketia-Cortès à une époque, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui rappelait aux Camerounais qui vivent aux alentours de l'autoroute qu'on ne sèche pas le cacao sur la route. Tout à fait. Parce qu'il y a certains riverains qui, voilà, n'ayant pas de bâche dans leur quartier, on dit, voilà du goudron. Nous, on peut aller sécher notre cacao. Certains ont pris sur eux d'aller retirer le fer dans les garde-fous qui ont été installés sur cette autoroute-là. Donc, beaucoup d'attitudes qui démontrent qu'il y a encore un véritable problème de compréhension même du rôle de ces axes routiers-là. Aujourd'hui, que faut-il faire pour que les gens comprennent finalement comment est-ce qu'on se comporte sur l'autoroute? Il faut faire quoi? D'abord, que le gouvernement renforce sa responsabilité. Ça veut dire que multiplier effectivement des mesures de sécurité sur les routes, renforcer les parapets, dont ces garde-fous dont vous parlez, partout, même s'il y a que les populations sont mal renseignées sur l'utilité de ces éléments-là. Il faut pas se fatiguer d'en mettre. Parce que, croyez-moi, ces garde-fous ont sauvé la vie à plusieurs personnes. Ça, il faut le dire. Tous les garde-fous que vous voyez amochés là ont sauvé les vies. Parfois ceux qui occupent le véhicule, parfois ceux qui sont de l'autre côté du garde-fou. Donc, ils ont toute leur place. Il faut juste bien renseigner les populations là-dessus. Celles qui sèchent le cacao sur les trottoirs, parce que c'est très récurrent quand vous voyagez. À une époque, c'est vrai qu'à une époque, il y avait le trottoir sur l'axe Douala-Yaoundé. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore existant. Il n'y a déjà pas la chaussée elle-même. Je ne sais pas si le trottoir, lui, existe. Était effectivement un séchoir de cacao. La nationale numéro 2, je crois, Yaoundé-Bafoussam, si je ne me trompe pas, je ne sais pas trop, était également un séchoir de cacao à certains endroits. C'est des pratiques très dangereuses, très très dangereuses. Et vous voyez souvent des enfants jouer sur ces chaussées-là sans aucun problème, sans aucune gêne. Et que vous qui êtes conscient du danger, votre cœur est frigorifié. Donc des attitudes à condamner complètement. Encore qu'il est établi aujourd'hui que le cacao séché sur du goudron est toxique. Ça également, c'est un autre débat. En effet. Donc Jordan, non, c'est des pratiques qu'il faut arrêter complètement. Les autoroutes, même qu'on appelle de toutes nos voies,
pourrait venir créer plus de problèmes Oui. qu'il y en avait déjà. Toutefois, on peut pas rester vivre dans l'Antiquité parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Mais il faut plus de Essayer se sensibilisation. développer. Il faut plus de sensibilisation, d'où ce que je dis, il faut que le gouvernement renforce sa conscience en lui-même, parce que lui n'est pas conscient du rôle qu'il a joué. Il faut qu'il joue simplement ce rôle, mais de la manière la plus efficace. D'accord, merci Julien Sedjob. L'occasion également, ça m'arrive rarement de saluer les efforts du gouvernement sur ce tronçon qui a longtemps été gênant au Cameroun. D'ailleurs, en référence en matière de poussière, Kolmesen, j'y suis allé récemment. J'ai trouvé un quartier goudronné. Je me suis dit, il fallait tant de reportages, tant de pleurs. Nous avions fait un reportage sur Oui, le vous avez sujet, fait un reportage dessus, avec tout à fait. les enfants dans la poussière. Il fallait tant de le chantier, reportages, oui. tant de reportages pour que finalement cette route-là s'achève. Mais enfin, ça s'est achevé, Julien Sedjob. J'y étais, j'ai été d'accord. plutôt bluffé. D'accord. Un très C'est bel hier. ouvrage, même si c'est. J'ai été il y a, je crois, 7 jours. D'accord. Oui, j'étais avec Bertrand Bika. C'était pour faire quoi? Je me suis dit, Romain Mafeu. Pour faire quoi? non, on fêtait l'anniversaire d'une amie. Merci. En tout cas, vous avez fait le tour de Colmé, 5 quartiers situés dans le 5e arrondissement de la ville de Yaoundé. Ce qui coinçait à ce niveau, c'était justement l'attitude de certains riverains qui ne voulaient pas qu'on détruise leur construction qui avait été justement visible sur la voie publique. Et cela a traîné, Il a fallu beaucoup de négociations avant que le chantier arrive à son terme. Heureusement, vous y étiez. Sur le terrain aussi, il faut insister sur la sensibilisation aux alentours des autoroutes, que les autorités descendent dans les villages, parlent à ces Camerounais afin qu'ils sachent quelles sont les attitudes à avoir sur les autoroutes. Également aux conducteurs. Il est 11 quasiment passé d'une minute dans ce studio. On prend, mesdames et messieurs, la pause de publicité. Tout à l'heure, on parlera de l'actualité en Russie avec cette journaliste internationale qui est soupçonnée d'espionnage. Elle sera peut-être condamnée. On ne sait pas trop. On insistera également sur le processus électoral et les CAM qui se concertent avec les acteurs politiques camerounais. Pour quelle fin? On en parle juste après la publicité ce matin. Situé en plein cœur de la ville d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together Weekend vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique, infographie, e-commerce, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population d'Edea, de Dizangué, de Puma, de la Dibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Ngouaymassa, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse: le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together Weekend, Charity and Love. À l'occasion de la 3e édition de la fête de la banane plantain, les 7 et 14 décembre prochains, vit une journée inoubliable en assistant au match entre les légendes camerounaises et les légendes brésiliennes du foot, en plus des foires expositions, des rencontres B2B et des concerts de musique. Les tickets sont disponibles à Premier Bet Royal des Jeux, à Orange Cameroun, au complexe sportif Japoma, au complexe sportif Olimbe, à l'Observatoire national de la jeunesse, à Sophie Toulès A, au Gréna. Trouve ton point de vente le plus proche et vibre au rythme de l'événement de l'année. D'Horizon Midi, ce matin, au moment où les armes crépitent toujours entre la Russie et l'Ukraine, et surtout, alors qu'on annonce un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah dans le cadre du conflit avec le Liban, sur le terrain, on nous apprend qu'il y a des journalistes dont la
posture est un peu compromettante, surtout le média international France 24 qui voit une de ses journalistes être poursuivie par les autorités russes. Julien Sedjob, de quoi s'agit-il, que se passe-t-il concrètement à ce niveau? Oui, Jordan, il faut peut-être commencer par rappeler que c'est une poursuite, ce sont des poursuites par contumace, il faut le préciser. Oui, il s'agit de Catherine Norrie Trump, je crois que c'est son nom, si je prononce bien, c'est une journaliste en service au groupe, à la chaîne d'information France 24, qui est accusée d'avoir pénétré illégalement le territoire russe. Vous savez très bien que la Russie a un territoire aujourd'hui contrôlé par les Ukrainiens dans la région de Koursk, qui est un territoire certes russe, mais contrôlé par les Ukrainiens. Et donc la dame se trouvait normalement dans l'exercice de ses fonctions, de ses missions avec l'armée ukrainienne, mais sur un territoire russe. Or, les lois russes sont claires. On ne pénètre pas le territoire russe sans accréditation. Jordan, c'est dans ce sens qu'un tribunal a ordonné des poursuites contre elle, mais France 24 dit et maintient qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions conformément au droit international et au traité de Genève. Ils sont catégoriques là-dessus. Donc, du coup, le procès, il faut le dire, ici, a une particularité, c'est qu'elle n'est pas là. Même si un tribunal va la condamner pour à peu près 5 ans d'emprisonnement ferme, la signification immédiate, c'est qu'elle risque d'être arrêtée immédiatement dans le cas où elle pénétrait à nouveau le territoire russe. Oui, et sont nombreux les hommes de médias qui, dans l'exercice de leur fonction de journaliste, ont été assassinés dans le cadre de ce conflit. On se souvient encore de la mort de ce journaliste de BFM TV qui avait suscité beaucoup d'émoi, une balle dans la tête, il était décédé. Aujourd'hui, il y a ce débat qu'on mettait sur la table, Julien Sedjob, par rapport aux poursuites judiciaires enclenchées contre cette dame-là, Romaric Noifeu. Il y a un pays qui a ses lois et règlements, et vous décidez d'y accéder sans autorisation préalable. La question, c'est la Russie a-t-elle, selon vous, le droit ou non de poursuivre cette journaliste française? Vous êtes en train de répondre à votre question. Si la base légale de la Russie est connue pour avoir accès à son territoire, que vous soyez journaliste, vous venez exercer votre fonction et tout, il y a des conditions à respecter. Maintenant, la question, est-ce que Corinne a respecté ces conditions? Il y a le traité international, il y a la Convention de Genève. Non, monsieur Arsène Diop. Qui protège justement les journalistes dans l'exercice de la fonction. Oui, sauf Et vous pouvez partir où on ne vous a pas invité? Sauf que pour l'heure, le contexte est même particulier. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, quand j'ai introduit ce sujet, que la région de Koursk, qui est un territoire russe, on ne le nie pas, est aujourd'hui contrôlée par l'Ukraine. Oui. Est contrôlée pour sa plus grande partie par l'Ukraine. C'est dans ce sens. Et donc, parce que la journaliste Catherine est en couverture pour France 24, aux côtés des forces ukrainiennes. En effet. Plus elles avancent, plus elles couvrent l'actualité. Elles se sont retrouvées à Koursk, qui est cette zone frontalière entre la Russie et l'Ukraine, mais contrôlée par l'Ukraine cette fois-ci. Et elle a voulu, naturellement... Moi, je veux comprendre, qu'est-ce qu'on met dans contrôler par l'Ukraine? Ça veut dire contrôler, tout simplement. Non. Ça veut dire que l'Ukraine... Ce verbe n'a pas son sens au premier. Oui, le territoire appartient à la Russie. Très bien. Mais il est contrôlé par les autorités. Qu'est-ce que vous mettez dans contrôler? Oui. Est-ce qu'il est contrôlé au regard du contexte actuel? Lorsque la Russie contrôle... C'est le drapeau ukrainien qui est visible, tout simplement. Sur les bâtiments administratifs, c'est le drapeau ukrainien. Lorsque la Russie contrôle les territoires ukrainiens, ça ne pose problème à personne, aucun pro-russe. Vous savez que je suis un pro-russe. Je me déclare ainsi d'ailleurs. Vous savez très bien que lorsque la Russie... D'ailleurs que votre ton a changé. Lorsque la Russie, Romaric, occupe des territoires ukrainiens, ça ne pose de problème à aucun pro-russe. Lorsque la Russie érige ses drapeaux sur les sols ukrainiens, ça ne pose de problème à aucun pro-russe. Et donc, il n'y a que les journalistes couvrent ces actualités-là sans la permission de l'Ukraine. Ça pose un problème que la Russie ait annexé un territoire, que l'Ukraine ait annexé un territoire russe, s'y étant installé, qu'une journaliste aux côtés des forces ukrainiennes couvre une actualité au nom de sa mission en Ukraine, sur un territoire contrôlé par l'Ukraine, et qu'on dise qu'elle a pénétré illégalement le territoire russe. Je comprends l'embarras de la Russie parce qu'il faut dire que son objectif était de couvrir le mode de vie dans 2 villages pour donner une autre dimension de cette guerre. Je reconnais que ces médias mainstream parfois en font un petit peu trop, mais je refuse de croire que couvrir une guerre aux côtés d'une armée qui a invasé, qui a envahi un territoire, fait de vous une journaliste qui a pénétré ce territoire illégalement, alors que vous couvrez la même guerre aux côtés de la même armée depuis longtemps et vous suivez son avancée. Est-ce que lorsque la Russie fait une avancée considérable en Ukraine, ces journalistes sont attaqués par les Ukrainiens parce qu'ils ont pénétré illégalement le territoire russe? C'est une question que je me pose. Donc du coup, je pense que c'est une situation à géométrie variable. Ça me pose un sérieux problème. Je suis pro-russe, mais celle-là me pose un problème. D'accord. La question, et avant de donner la parole à Romaric Noifeu, est-ce qu'elle est entrée légalement
ou illégalement sur le territoire russe. Mais Je leur Jordan, sais. vous savez pertinemment Oui, bien. les autorités russes parlent d'illégalité. Vous savez pertinemment bien que les conventions du droit international, Oui, sont supérieurs au droit positif d'un pays. Vous le savez, ce n'est pas moi qui le dis. Oui. Quand ils sont ratifiés, si j'ai très bonne mémoire, la Russie autrefois avait ratifié la plupart de ces traités internationaux. Il y a également que, et je le dis, je le maintiens, le droit international prévoit la couverture des guerres. Il y a une loi qui encadre la couverture d'une guerre. Lorsque vous êtes aux côtés d'une armée... On ne s'attaque pas aux journalistes, on ne s'attaque pas aux responsables des services humanitaires. Tout à fait. Lorsque vous êtes aux côtés d'une armée et que vous couvrez son avancée, est-ce que vous, journalistes, mesurez, est-ce que vous avez, vous, le devoir, vous en tant que journaliste, parce que l'armée que vous couvrez a dépassé une frontière, d'identifier la frontière, vous, journaliste, est-ce que c'est votre devoir? Non, absolument pas. Est-ce que vous avez toujours la retenue nécessaire pour ne pas traverser une frontière alors que vous êtes là pour couvrir une guerre et qu'il y a des avancées? Là, le journaliste a fait son boulot. D'accord. Même si on peut lui reprocher, dans le cadre de cette activité-là, d'avoir peut-être dépassé légèrement ce qui lui était autorisé comme à quoi elle avait droit, en tout cas, comme cordon de sécurité. Parce que, je le dis, je maintiens en même temps, il faut équilibrer l'information. Elle a tenté de couvrir l'actualité sur 2 villages de course, ce qui énerve d'ailleurs les Russes. Les Russes estiment, je crois, que ces villages ne sont pas contrôlés par l'Ukraine, mais s'ils n'étaient pas contrôlés par l'Ukraine, elle n'aurait pas pu les pénétrer pour les couvrir. Oui, parce qu'elle était aux côtés de l'armée ukrainienne. Donc il s'est agi d'une action qui mère mal les autorités russes. Oui. Significative à course. Je pense que la Russie fait une fixation inutile, ce tribunal fait une fixation inutile. Il faut reconquérir son territoire pour repousser et l'armée et les journalistes. Romaric, pour terminer, cette situation remet justement sur la table la question de la couverture de guerre, les reporters de guerre. C'est vrai, lorsqu'on est Camerounais, on ne peut pas très bien comprendre de quoi il s'agit. Si il y a eu quelques... C'est ma spécialité. D'accord, il y a eu quelques problèmes au Cameroun avec, on se rappelle à l'époque de Boko Haram, etc. On a parfois vu des journalistes embarqués par les éléments Zibi, le bataillon d'intervention rapide pour couvrir ces quelques éléments-là. Mais dans le cadre de ces activités, il y a beaucoup de choses qu'on dit, il y a beaucoup d'attitudes adoptées, etc. Et vous devez respecter la réglementation telle qu'on vous l'a demandé de respecter. Maintenant, vous le faites parce que vous voulez sur le terrain. Je veux dire, parce que vous-même, vous risquez votre vie. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la Russie ira au bout au Mari Noir fait de ses poursuites, ou alors il peut y avoir une médiation qui fait qu'on arrête les poursuites contre cette journaliste qui, on le rappelle, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un jugement par contumace, c'est-à-dire elle n'est pas au tribunal, le jugement se fait alors qu'elle est absente de ce tribunal. Elle est immédiatement arrêtée. La question c'est, est-ce que la Russie va insister sur ces poursuites, ou alors on peut faire tabula rasa dessus? On ne fera pas tabula rasa ou c'est... Vous avez des expressions de toutes les façons. Tabula rasa. S'il dit ça comme ça fait quoi? Les deux se disent. De toutes les façons. Je crois que... Je reprends votre question. Oui. Je refuse de croire. Moi, je n'ai jamais travaillé sur les questions de guerre. Mais je refuse de croire, au regard des arguments de Julio, qu'un journaliste peut se retrouver sur un territoire étranger et se mettre à mener ses activités sous le fallacieux prétexte qu'il y a une convention de Genève. Non, je n'ai jamais dit ça, Romaric. À partir du moment où l'armée avait avancé, le journaliste ou la journaliste a l'obligation d'avancer également. On ne dit pas non. Elle n'est pas encore à la limite, en la nécessité de couvrir l'actualité et celle de ce que vous appelez les conventions non-violation du territoire. Elle ne viole pas un territoire. À partir du moment où l'armée est dans la conquête d'un territoire et qui a traversé une frontière, il ne revient pas à la journaliste de ne pas la traverser par crainte de violer un territoire souverain. Non, absolument pas. Elle couvre une actualité, l'armée avance, elle la suit. Les 2 villages justement de Krouv, vous l'avez dit tout à l'heure, la journaliste s'est retrouvée sur ces territoires qui pourtant ne sont pas contrôlés par l'Ukraine. C'est ce que prétend la Russie. Non. Et s'il n'y avait pas eu de protection, comment aurait-elle pu couvrir? C'est ça l'actualité. Comment aurait-elle pu couvrir ces 2 villages? Comment aurait-elle pu couvrir ces 2 villages sans se faire arrêter? Elle a été extrémiste tout simplement. Elle est allée un peu plus loin dans la quête de ses informations. Pourquoi elle n'est pas allée refaire la même ou alors faire la même chose plutôt du côté de la Russie? Vous voyez, moi je refuse de croire à l'ensemble de ces arguments parfois qui visent à croire que non, Poutine est ci, Poutine est ça. Non. Il y a un contexte particulier de la Russie et l'Ukraine actuellement, et nous connaissons toutes les tractations qui se passent derrière l'Ukraine, justement venant de la France, venant des États-Unis, venant de ci, venant de ça. Et face à tout cela, la Russie également accepte d'être assez méticuleuse. Et au regard de ces faits, je dis encore, je refuse de croire
qu'une journaliste se fait tout simplement juger parce que... non, je refuse de croire ça. Moi, je pense que la décision, le verdict sera rendu public par la justice russe et tout simplement, lorsqu'elle mettra ses pieds, on va l'interpeller. C'est ce que prévoit la loi russe. Et c'est une interpellation, une invite à nous autres journalistes camerounais. Si je peux faire un parallélisme. Oui, pour terminer, Romaric Noirfeu. Il y a des individus parfois qui saisissent le syndicat national des journalistes du Cameroun pour émettre certaines plaintes. Pourtant, lorsque vous lisez, lorsque vous recoupez l'information, vous vous rendez compte qu'ils ont été soit ignorants, soit manipulés. Et je pense que cette dame, journaliste consoeur, a tout simplement été manipulée par son État. Tout simplement. Peut-être, au regard des accords entre la Russie et la France, ils sauront quoi faire. Mais je crois qu'elle a été tout simplement manipulée. Vous ne pouvez pas être ici, au Cameroun, une activité par exemple sur, je vais dire quoi, le Gabon voisin, et vous vous permettez de traverser la frontière si vous n'avez pas le quitus. Non, ça ne se fait pas, mon cher Jordan. Vous ne pouvez pas aller lever votre caméra en terre gabonaise sans avoir au préalable rempli certaines modalités telles que l'exige le ministère de la Communication gabonais. Donc, sur ce plan, je pense que la justice va dire son mot et qu'à l'avenir, justement, si des accords peuvent être pensés entre la France et la Russie pour une potentielle libération ou alors la décharge justement de ces sanctions qui sont... Nous allons, Romaric Noirfeu, revenir au Cameroun dans le cadre de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. On précise d'ailleurs que le média international France 24 a dénoncé de façon véhémente ces poursuites judiciaires contre la journaliste de son média en indiquant qu'elle travaille en conformité avec la loi internationale, notamment les accords de la Convention de Genève qui encadrent ce travail sur le terrain, même si au niveau de la Russie, on estime que l'entrée s'est faite illégalement sur le territoire et que cela n'est pas normal. On doit la poursuivre en justice. Un conflit qui est d'ailleurs commenté par plusieurs acteurs politiques, notamment au Cameroun. Ils sont nombreux, les hommes politiques qui se prononcent sur la question. On se souvient des déclarations de Jean-Blaise Ngouet qui avait pris la parole sur le sujet. Il a d'ailleurs hier déclaré officiellement sa candidature pour l'élection présidentielle 2025 à un moment où Elecam s'est concerté avec les autres acteurs du processus électoral. Pour quelle fin? Mesdames et messieurs, c'est le thème central de votre programme de ce matin. On en parle aujourd'hui. Quelles sont les conclusions de cette rencontre Elecam, autre acteur du processus électoral, dans un instant. Retour, mesdames et messieurs, sur le plateau d'Horizon Midi ce 27 novembre 2024, la deuxième édition de la plateforme nationale de concertation permanente entre Elections Cameroun et les autres acteurs du processus électoral s'est déroulée hier dans un hôtel ici à Yaoundé, dans le 2e arrondissement, avec pour thème le dialogue électoral pacifique comme pilier de la gouvernance démocratique. On en parle ce matin. Julien Cédric, je commence par vous. Et ils étaient très nombreux, les acteurs politiques, à avoir été invités, conviés à ce rendez-vous organisé à Yaoundé hier. On a aperçu des leaders politiques, Kopita Damou, Toumano Damdouya et bien d'autres acteurs encore. Une concertation pareille à l'issue de laquelle des recommandations ont été prises. On insistera d'ailleurs sur ces recommandations tout à l'heure. Est-ce que c'est utile à exactement un an de l'élection présidentielle prévue l'année prochaine au Cameroun? Mais Jordan, ça fait partie des pratiques républicaines. C'est un rite. Et c'est une commission qui existe, vous le savez très bien. Oui, on était à la deuxième édition hier. Tout à fait. C'est tout à fait normal que les gens se retrouvent pour bavarder et animer. Je parle bien de bavarder. Vous comprenez pourquoi? Parce que je pense que ça n'a pas une portée réelle. On se retrouve là pour la forme et non le fond. Puisqu'ils font les photos. Hein. Oui, ils font les photos. Vous voyez bien que pour Elecam, c'est un moment assez exceptionnel, c'est un moment particulier. Il faut justifier les budgets. Ils sont sûrs, tout à fait, absolument, que là, ils sont dans la pratique même de la démocratie, de l'ouverture. Ils sont sûrs qu'ils viennent de poser un acte tellement républicain qu'il n'y en a pas un autre qui soit au-dessus. Que non, c'est juste pour la forme, c'est pour les caméras, et je maintiens encore que ça fait partie de la vie de la République. Il ne pouvait en être autrement. C'est une pratique qui a cours depuis un an. Ça se répète cette année. Qu'est-ce qu'on peut en tirer concrètement? Absolument rien. Ça reste et ça demeure juste pour les caméras.
Romaric, il faut partager le point de vue de Julien Sergio. Moi, je n'ai même rien à dire là-dessus, mon frère. Rien. Je n'ai rien, aucun commentaire à coller sur l'actualité. On a quand même parcouru les recommandations sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Je n'ai aucun commentaire à coller sur l'activité ici. C'était au Mont Fébé. L'argent qu'on a dit, je ne colle aucun commentaire. Ça ne sert à rien. Ah bon? Ils ont fait quoi d'extraordinaire? Absolument rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? Absolument rien. Que Elle est quand même juste dans le respect, de son cahier de charge. Rien n'a été Convoquer fait des commissions comme Absolument celle-ci rien. chaque année pour s'asseoir là, faire des petits copains et copines, discuter des marchés Rien n'a publics. été fait là-bas. Pas discuter des passations marchés des marchés publics, publics. comment il doit faire? Discuter des passations de marchés publics, on a remis à X ou Y, Pour et le décorer la million, salle, on a tel a eu, participé, tel a eu ci, tel a montrer eu que ça. C'est Elections n'importe quoi, Cameroun ça a un sert à rien. logo et puis machin. Ça Ça sert à rien. quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous voulez nous faire commenter des histoires Ça comme sert à ça? rien. Que des dépenses inutiles, ça ne sert à rien. Si on donne le budget de cette cérémonie, c'est pour vous dire serez quoi, ça? traumatisé. Ça ne sert absolument à rien. Et les CAM, Julien Sergio, j'imagine bien que le document que nous avons fait parvenir a été consulté dans le cadre des recommandations à l'issue de ce rendez-vous. Et les CAM elle-même préconise la modification du code électoral avant l'élection présidentielle prévue l'année Quels prochaine. articles? Non, les recommandations de cette assise. Et les CAM préconise également la mise sur pied de certaines commissions à travers lesquelles les acteurs politiques peuvent discuter de façon précise. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une réponse aux questions qui avaient été posées par les hommes politiques? Vous avez l'impression que vous vous adressez même à qui je ne comprends même pas. Vous avez l'impression des phrases vides. C'est-à-dire, il n'y a rien de concret, rien d'objectif dans ce que vous venez de dire là. Qu'il faut convoquer les acteurs politiques pour discuter sur. C'est tellement vide, cher Jordan. On attend la modification du code électoral depuis 2016 que les acteurs politiques en parlent. Ils sont fatigués aujourd'hui. Est-ce qu'il est comme de modifier le code électoral au Marie Mafeu? C'est à qui, Jordan? C'est la question que je vous pose. Il répondait, c'est à qui? C'est une loi, elle se modifie au Parlement, malheureusement. Sur les autorités camerounaises, un projet de Il y loi a pas- qui doit venir de la Monsieur- présidence et de la République. Actuellement, s'il n'y a pas les députés qui s'asseyent là-bas. En effet, Et c'est quoi le problème? il y avait également des députés présents à cette assise. Mon frère, posez votre question à Gilles. D'accord. Julien Sergio, vous également, vous êtes dans la dynamique de Romaric Noifeu, que ce type d'événement, ça ne sert pas à grand chose, etc. Mais ce sont les recommandations, documents que nous avons pu Romaric parcourir. Noifeu vous l'a dit. Oui. Respectez nos intelligents. Nous ne sommes pas naïfs. Quand nous venons sur ce plateau, ce n'est pas pour perdre notre temps. Oui. Vous faites perdre du temps précieux là. Je sais pas. Je préfère encore parler des pom-pom gueules ou que sais-je encore. Ah bon? Que de parler de cette actualité. Les CAM recommandent qu'on change le code électoral. Entre autres. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut arrêter. Vous prenez même pour qui pour nous faire perdre du temps comme ça? C'est quoi? Nous sommes vos enfants. Tous les Et les CAM recommandent qu'on change le code électoral. Et les CAM, faut arrêter. tous les acteurs politiques qui étaient présents à ce rendez-vous, Kopita Labou, Thomas Nodam-Joya, les hommes politiques, les représentants, ils sont partis perdre leur temps à ce niveau. Ils sont Julien partis, Sergio. perdre leur temps. À je le l'heure dis. ci, parler Je de le dis. l'île Ngono est plus important que parler de ces colonies. Je ne suis pas loin de cette position. Mais je dis et je maintiens qu'ils sont partis perdre leur temps là-bas. Ça sert à quoi d'aller s'asseoir, bavarder? On attend des actions concrètes. Que le gouvernement dise que bon, on a écouté. Depuis 2016, vous vous plaignez, encore que ça remonte un peu plus tôt. Oui, les revendications relatives à la modification du code électoral. Voici ce qu'il faut. Tout le monde sait qu'au Cameroun, pour qu'on ait un système digeste, électif ou électoral, il faut absolument passer à une élection à 2 tours. Il faut absolument passer à un mandat, à la limitation des mandats peut-être à 2. Réduire la durée d'un mandat de 7 à 5 ans. On sait tous qu'il faut le bulletin unique. Tout le monde connaît ces choses. Et les CAM connaissent ces choses. Et les CAM disent au gouvernement de la République que bon, faites ceci ou alors nous ne sommes plus garants de la qualité d'un scrutin. Ils viennent, ils finissent de dépenser de l'argent, ils sortent un rapport qu'on va déchirer 2 minutes après savoir finir. chacun Chacun a émagé et ça va. Non, Jordan, il faut qu'on arrête de. Puis on vient perdre 2 heures en télévision. Vous, j'ai l'impression que vous foutez parlez notre des gueule. gens, vous parlez des gens qui sont allés passer 30 minutes. Non, à- Jordan lui-même se fout de notre gueule. Je ne sais pas qui lui fait croire qu'il peut se permettre de se moquer de D'accord. l'intelligence. Vous avez l'impression de cette manière. qu'il s'agit des moqueries, Julien Sergio. Nous avons l'obligation d'informer les Camerounais Informer, sur... c'est quoi? Attendez. Ça vient de changer leur vie, cette information. L'information porte. Il vient d'avoir une L'information d'abord, c'est quoi? Il vient d'avoir. Je vous L'information, c'est écoute. bon. L'information, c'est quoi Attendez, d'abord? Romaric Noifeu.
Supposez même que ça en est une, il nous vient d'avoir avons- une information qui Nous va avons changer leur vie. l'obligation d'informer les Camerounais camarades d'imposture. sur ce qui est fait. Et Qu'est-ce les qui est camarades fait? laissent Qu'est-ce bloquer. qui est fait? Et les camarades, le problème même de ce Oui, code électoral d'accord. qu'on Bon. demande de Julien changer. Sergio, oui, pour revenir, vous savez... Changer ce code implique la disparition de l'ECAM. D'accord. Vous savez, c'est pas... Ne me dites pas que quelqu'un va proposer des mesures de sa disparition. c'est pour- Préconiser des mesures de sa oui. disparition. Non, ne nous perdez pas de temps. D'accord. Vous savez, c'est pas un débat entre vous et nous, ni entre Romaric Noafeu et nous. Nous informons les téléspectateurs. La question, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Le gouvernement camerounais doit modifier le code électoral. D'accord. Les acteurs politiques et les CAM se concertent pour faire des propositions aux autorités. C'est Et ça. vous estimez qu'une concertation relative à la formulation de ces propositions n'est pas utile du Absolument tout. pas. Vous pensez que le Absolument gouvernement pas. connaît effectivement ce qu'il a à faire Je pense. en termes de propositions, mais sur le terrain, parfois, lorsque les hommes politiques, voilà, non, les autorités gouvernementales s'expriment, on a l'impression qu'elles sont à l'aise avec ces quelques éléments contenus dans le code électoral. Est-ce que ces événements ne sont pas une sorte de pression que ces acteurs mettent au gouvernement afin qu'il Le s'active pour gouvernement modifier le subit quelle code pression, électoral? Jordan? Le gouvernement subit quelle pression? Les gens sont enterrés à la phase de Tchanaba. Le président de la République n'adresse même pas ses condoléances aux familles. Qui dit que le gouvernement est présent? Un monsieur comme cela, qui peut lui mettre la pression? Qui peut faire pression sur lui? Je pense que moi, je dis, je me dis encore, c'est une perte de temps. Ça, c'est une perte de temps, dépense d'argent inutilement et tout le reste. Mais je vous prends un cas simple. Oui. Il y a eu des personnes ensevelies à la phase de Tchanaba. Peut-être qu'on n'a même pas encore fini de dégager. Oui. Peut-être qu'il y a Les encore- causes sont encore là, les recherches se sont les arrêtées. gens se sont arrêtés. Oui. Moi, je ressens plutôt la pression de ce gouvernement sur moi. Hein. Donc vraiment, moi, C'est-à-dire que moi, je ne ressens c'est pas, c'est pas des gens, à travers les analyses... c'est pas des gens auxquels on met aucune une pression, pression. on C'est- fait subir une pression quelconque. Donc absolument, c'est pas C'est le possible. contraire. Ils ne subissent aucune pression. C'est le contraire. C'est le Aucune bas pression. peuple qui subit vraiment la Je ne sais pas si pression. vous êtes de au courant que désormais, même ceux qui ne travaillent pas doivent déclarer néant. Et qu'apparemment, dans les nouvelles dispositions, on ne sait pas si la loi a été arrêtée ou si elle sera arrêtée, il faudra déclarer néant à 5 000 francs CFA. Il y a un débat d'ailleurs aujourd'hui à l'Assemblée Je vous nationale dis que relatif à, si à vous cette avez un nouvelle loi frère portant qui est à sur la la maison, fiscalité locale. qui ne fait rien, Oui. il faut qu'il aille déclarer qu'il ne fait rien et il paye 5 000. Hmm. Ça sera comme ça désormais. Hmm. Vous ne faites rien. Vous n'avez pas 5 francs. Vous ne mangez pas. Mais vous Vous partez quand même déclarer dire néant. au fisc que moi, ce que vous voyez, Je ne fais je viens rien. vous dire que je ne fais rien. Mais voilà, Je ne 5 m'en 000. sors pas, mais prenez quand même 5 000. Hmm. Voilà les vrais débats. Vous venez nous Et parler les campagnes de- nous parler de de Cameroun. conneries là-bas à l'hôtel de Montfébé. Oui. Ils vont dépenser des dizaines de millions dans des choses inutiles Hmm. que nous prendrions du temps pour en parler sur les plateaux de Seulement le télévision. déjeuner Fais là-bas, plus c'est là. rien. Si c'est ça votre thématique, Seulement le DG là-bas, c'est un budget. si c'est ça votre D'accord. thématique centrale, le débat s'arrête ici. D'accord, d'accord. Pas Un le- débat ne parle plus. qui s'est déroulé au Montfébé Hotel. Julien Sergio, vous parlerez dans un instant. Hein. parle- Au moment où Jean-Blaise Ngouette déclarait sa candidature à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, il a plusieurs propositions pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Je veux qu'on l'écoute ce matin. Il fait également partie des acteurs politiques de notre pays. Il est le président du MPCC, ce parti politique qui dit vouloir changer la vie des Camerounais. Écoutons Jean-Blaise Ngouette dans cet extrait. Il est au micro de David Zo, Madeleine Bardon et Henri Mati. J'attendis un homme. Je suis celui-là qui accepte demain de conduire le peuple camerounais. Nous allons tout faire pour ramener la paix pour nous autres. On va ramener tous nos enfants à la maison. On va ramener également la paix. On verra pourquoi au Nord Cameroun. Donc au niveau des hôpitaux, nous avons un grand projet qui consiste effectivement à mettre sur tous nos grands axes routiers, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, jusqu'au nord, des hôpitaux du jour. Et ces hôpitaux du jour et de nuit qui effectivement vont réduire la mortalité chez nous, vont être dirigés par un spécialiste qui s'y connaît. Voilà. Camerounais, Camerounaises, chacun de nous doit se lever. Ne cédez pas à la peur. Croyez en ce que nous pouvons accomplir ensemble. Ce pays a besoin de votre énergie, de votre intelligence, de votre courage. Un professeur d'histoire ne peut pas être un ministre de l'agriculture, de l'économie. Un professeur, un avocat ne peut pas être un gestionnaire. La nation aussi, c'est une grande entreprise qui doit se gérer comme une entreprise demain. Donc on mettra à des postes clés des gens qu'il faut. On ne viendra pas récompenser les Camerounais. On va mettre tous les Camerounais au travail. Ceux qui veulent travailler vont travailler et nous aurons besoin des résultats. Au moment, on l'évoquait, mesdames et messieurs, tout à l'heure, où Hélène Chose Cameroun organisait sa concertation, lui, il annonçait directement
aux Camerounais sa candidature. Et il y a un certain nombre de choses qui ont été évoquées durant cette conférence de presse, avec plusieurs informations sur les premières mesures qu'il prendra au cas où il est voté par les Camerounais. Omar Noafeu, je commence par vous sur le sujet, avec Jean-Blaise Gouet, président du MPCC, par rapport au processus électoral au Cameroun. Lui, il a annoncé sa candidature et il veut résoudre les problèmes des Camerounais de façon précise. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une raison qui peut faire que les Camerounais lui fassent confiance, contrairement aux autres acteurs politiques qui sont présents sur le terrain? Il ne s'agit pas des mesures qui vont être implémentées au cas où il est voté. Il s'agit des mesures qui seront implémentées en 2025 parce qu'il sera voté. Je voudrais faire cette petite précision pour que vous ayez déjà et que vous gardiez à l'esprit celui qui dirigera le Cameroun pour les 7 prochaines années, Jordan. Alors, qu'est-ce qu'il peut amener les populations justement à croire en cette candidature et en cette vision? C'est tout simplement la différence dans l'écosystème politique. Vous avez fait bien de faire le constat qu'il n'était en rien intéressé par la gesticulation et la masturbation intellectuelle qui se passait au Mont-Fémé. Il était concentré à partager une vision de société avec l'ensemble des Camerounais. Une vision d'ailleurs qui a été, je veux dire, argumentée, qui a été défendue avec des éléments concrets présentés à l'ensemble des hommes de presse et médias qui sont venus assister à cette conférence, à ce dîner de presse. Mon cher Jordan, les populations ont raison et auront raison de le choisir parce que visiblement dans le landerneau politique, il n'y a aucune opposition, aucun candidat qui souhaite aller à ces élections avec une ferme assurance, j'ai failli dire avec une ferme conviction. Tous sont dans le léger calcul, l'intérêt personnel et tout ce que nous savons aujourd'hui. Je ne voudrais pas mettre sur la table ici des noms, mais nous savons, et j'ai essayé de faire cette analyse, Jordan, ce qu'il faut pour un Cameroun meilleur et émergent. C'est quelqu'un qui commence d'abord par reconnaître un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de manquements, et c'est quelqu'un qui a pu faire quelque chose de pratique, de concret, visible par l'ensemble des Camerounais. C'est un homme d'affaires aguerri qui a réussi de manière exponentielle dans les affaires. C'est ce genre de personne qu'il faut pour ce Cameroun. Parce que comme il a dit, le pays c'est une entreprise et une entreprise nécessite quand même la maîtrise de la gestion, la maîtrise de la comptabilité, la maîtrise de la ressource humaine, du leadership, du management, de la stratégie de guerre et tout ça, de la diplomatie. Et aujourd'hui, vous avez un homme qui vous dit qu'il a passé 25 ans seulement à étudier cet ensemble de choses pour pouvoir donner et rehausser justement l'éclat en matière d'image qu'il doit donner au Cameroun. D'accord. Voilà en gros quelques lignes, quelques arguments qui peuvent rassurer l'ensemble des Camerounais. Oui, une conférence de presse très courue, organisée en plein cœur de la ville de Yaoundé, le mouvement patriotique pour le changement, c'est le nom de la formation politique à la tête de laquelle se trouve Jean-Blaise Gouet. Il était déjà candidat à l'élection présidentielle en 2018. Il y a beaucoup de choses qui sont passées également en cette période-là. Julien Arsène Diop, aujourd'hui, il est quasiment l'une des premières personnes à avoir officiellement annoncé sa candidature. Les autres en parlent depuis, mais n'ont pas officiellement annoncé ces différentes candidatures-là. La question aujourd'hui, c'est avec cette formation politique et bien d'autres encore. On parle de coalition de l'opposition, on parle de transition politique, on en a tellement parlé sur le plateau. La question ce matin, c'est Jean-Blaise Gouet, peut-il seul faire changer les choses en 2025? Ne faut-il pas qu'il s'allie à d'autres acteurs politiques? C'est la question que je vous pose. C'est vrai que c'est une mauvaise conception de la politique camerounaise de croire que il faut absolument que les leaders de l'opposition se mettent ensemble pour battre le régime en place. Moi, je pense qu'il faut plus en plus parler de plébiscite. Il faut qu'il y en ait un qui soit plébiscité. Parce que l'opposition, ce n'est pas un parti politique. Les partis politiques sont tous en opposition et ont un seul objectif, la conquête du pouvoir, du moins pour ceux qui s'inscrivent dans cette logique. Parce qu'il y a des partis qui également sont donnés pour mission de se limiter à la simple critique ou alors aux simples agitations. Il y a que les partis politiques, en principe, doivent avoir pour vocation première la quête du pouvoir, la conquête du pouvoir et la consolidation une fois au pouvoir, la conservation. Maintenant, est-ce qu'un homme politique issu de l'opposition, entre guillemets,
vu que c'est ce qu'on aime utiliser comme expression pour désigner ceux qui ne sont pas dans la majorité présidentielle, peut gagner le système en place actuellement? Oui. Un seul peut, sans besoin d'une quelconque coalition. Il faut juste qu'il ait un projet qui parle aux Camerounais et que les Camerounais soient conscientisés. Parce que ce qui fait encore gagner le RDPC, il faut dire que jusque-là, il n'avait même pas trop besoin de fraude pour gagner. Le RDPC a sa base militante, client politique. Une base de données solide qui lui est assez fidèle durant toutes ces dernières années et qui vote toujours au RDPC. Et eux, contrairement aux autres, ne boycottent pas les élections. Ils ne s'abstiennent pas d'aller voter. Or, les autres militants, sympathisants d'autres partis politiques, estiment que ce n'est pas important de voter. Du coup, on se retrouve avec une élection où on a 7 millions d'inscrits et on a 3 millions de votants. Dans les 3 millions de votants, le RDPC est sûr à 100% d'avoir au moins 2 millions qui vont voter. Donc, du coup, il vous bat à plate couture. Et c'est là le problème. Il faut juste conscientiser les Camerounais, les autres, les indécis, ceux qui pensent que voter ne sert à rien, d'aller à chaque fois, même si on limitait les inscriptions actuellement à 8 millions. Il y a que, on court le risque de voir encore en 2025 3 millions voter et 5 millions s'abstenir. Et ça, c'est le plus gros danger. Les gens qui ne partent pas voter Jordan, c'est eux le problème. L'abstention. L'abstention, c'est le problème de ce pays. Il faut cultiver chez les Camerounais l'esprit du vote comme devoir citoyen. Un devoir qui, même moralement, lorsque vous ne l'avez pas fait, vous condamne. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête. Que voter est un devoir absolu. Qu'une fois que vous ne l'avez pas fait, vous avez trahi votre pays. Tant qu'on n'arrive pas à cultiver une génération comme celle-là, on aura toujours les scores à l'envolée du RDPC. Un homme, un seul, comme Jean-Blaise Gouet dont vous évoquiez, n'a pas besoin d'une coalition quelconque. Pour battre il peut seul? Il peut battre le RDPC s'il a un discours convaincant. Et ce sur quoi il faut travailler, Jordan, c'est la partie de l'électorat camerounais qui s'abstient. C'est là où les indécis, c'est là où il faut aller agir. Et ils sont très nombreux d'ailleurs. Le fichier est à caler. Bon, pour 2025, on va encore l'ouvrir. Peut-être qu'on fera encore 500 000 inscrits si on a trop fait. Si on a trop fait, peut-être 500 000 inscrits, Jordan. Mais le 2 janvier 2025. Le 2 janvier 2025. Il faut travailler sur ceux-là qui ne votent pas. La personne qui va réussir à trouver les mots justes, les mots clés pour les soulever, afin de les amener dans les urnes, pourra gagner sans le moindre effort, sans la moindre conjugaison d'efforts, ce régime qui se croit imbattable, mais qui pourtant est plus vulnérable que tout. D'accord. Merci à vous, Julien Arcedjo, pour ces explications. Jean-Blaise Ngouet, on aura l'occasion de revenir de façon plus détaillée sur ce qu'il propose pour résoudre les problèmes des Camerounais. Parce qu'il dit, par exemple, il donne l'assurance à ceux qui sont au pouvoir que rien ne va leur arriver. Il dit qu'il mettra un statut spécial pour le président de la République et les hauts commis de l'État. J'ai discuté personnellement hier avec le président Jean-Blaise Ngouet. Il ne veut pas arrêter se soupçonner d'avoir détourné les fonds publics. Je lui disais, mais monsieur le président du MPCC, pourquoi vous n'êtes pas critique vis-à-vis du gouvernement? Il m'a dit, mais je ne sais pas si vous avez consulté notre slogan. Ensemble, allons vers l'essentiel. Il me dit, on reconnaît qu'il y a des personnes qui ont été là, qui ont mal géré. On pourrait perdre trop d'énergie, trop d'argent et trop de temps à les poursuivre, à leur faire une chasse aux sorcières. Il y a mieux à faire que ça. Plutôt que de se concentrer sur ce qu'il y a à faire pour bâtir le Cameroun. Cette réponse, je dois l'avouer, m'a convaincu. D'accord. Et dans le cadre de cette construction, il y a un retour à la considération de nos héros nationaux, des martyrs, afin que les jeunes générations puissent être mieux édifiées sur la question. Reparler doit faire sur ce dernier aspect. On ne poursuit pas ce soupçonné détournement de fonds, on réserve un statut spécial au chef d'État, on permet aux anciennes premières dames de continuer à travailler tranquillement, à faire des œuvres caritatives, vraiment on se concentre sur l'essentiel. Les Camerounais peuvent accepter ça? C'est d'ailleurs ce qu'ils veulent. Ah bon? Oui, se concentrer sur l'essentiel afin de garantir un avenir meilleur, afin de leur donner une condition de vie de qualité plutôt meilleure. Plutôt que de se laisser emprisonner par un passé inutile. Plutôt que celle justement de s'attarder sur un passé inutile. Il va même plus loin. On va pas changer en disant que le palais actuel dans lequel réside l'actuel président restera à lui. Et on va garder toute sa famille, seront logés là-bas. Et lui, il rentrera justement au musée national, là où l'ancien président vivait. Vous comprenez? Un homme qui a une vision plutôt particulière de la politique camerounaise, qui ne veut pas effectivement se concentrer sur des petits détails. Il est convaincant du MPCC, Jordan? Non, ce n'est pas une question de communication. Il est chroniqueur sur Horizon Midi. Merci beaucoup. Je suis tout simplement... Je suis tout comme vous. D'être communicateur lorsque vous avez dit avoir été séduit par la réponse qu'il a donnée à une question que vous avez posée. Je voulais vous rebondir. Je suis tout comme lui, séduit par la qualité, par la vision
assez particulière que présente cet homme. On n'en a pas écouté. Ils sont nombreux sur les plateaux de débat qui passent leur journée à se chamailler, à raconter des choses inutiles à la jeunesse, à raconter ce qui n'est pas essentiel et tout. Je crois que l'heure est pour l'heure. Il faut absolument se concentrer à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut pour que le Camerounais lambda ait accès à un SMIC moyen de 125 000 francs CFA? Oui. C'est ce qui est important. Et ce sont les questions que les Camerounais se posent. Merci. 11 heures passées de 45 minutes. On aura d'ailleurs l'occasion de recevoir ces acteurs politiques sur nos antennes afin qu'ils expliquent, bien ce qu'ils comptent faire du Cameroun. On en a reçu quelques-uns. On continuera en tout cas une déclaration de candidature qui intervient. Les autres, que disent-ils? Quelles sont leurs positions claires par rapport aux problèmes auxquels les Camerounais sont confrontés? On en reparlera très certainement dans cette émission. Le temps pour nous de terminer avec la 3e fête de la banane plantain prévue au mois de décembre prochain. L'actualité sur la question sera décryptée seulement dans un instant sur notre antenne Horizon Midi, Horizon 3 Télévision. On prend la transition et puis on revient sur le plateau, mesdames et messieurs. Retour, mesdames et messieurs, sur le plateau d'Horizon Midi pour la 3e fête de la banane plantain avec les dernières informations sur le terrain. Mais avant de parler de ce festival, il y a que elles sont nombreuses les vendeuses de plantain qui disent souffrir de martyrs. Certaines d'entre elles, nous sommes un peu au courant des astuces qu'il y a dans le cadre de la transformation de ce produit. Nous avons fait un tour dans un marché en périphérie de la ville de Yaoundé, au quartier Barrière, dans le 3e arrondissement. Et voici quelques réactions de vendeuses qui parlent de leurs difficultés. On les écoute et puis on revient sur le plateau. Comment nous sommes là, vous voyez, nous sommes à l'air libre, c'est pas facile avec la saison sèche qui arrive même déjà. Il y a le soleil qui nous brûle là. Donc nous on a besoin vraiment des hangars encore, même pour le plantain. On va pas dire que le plantain, vous voyez, ça sèche. Quand c'est exposé comme ça sèche, ça devient noir. Par contre, s'il y avait un hangar, le plantain on pourrait même le conserver même encore une semaine. Donc il faut l'évacuer. Sinon, si on n'évacue pas, on va faire quoi avec? Ça va pourrir. C'est cher. Ils disent que c'est cher. C'est cher. Ils se plaignent, mais on va faire comment? Nous-mêmes aussi, on prend cher. Donc, à tous les niveaux, c'est difficile. Ils se plaignent. Même si on dit que c'est 500, ils vont toujours se plaindre. Pourquoi? Parce que vous connaissez, je ne vais pas vous apprendre quelque chose. C'est dur. Les prix ont augmenté partout. Donc, les ménagères se plaignent toujours des prix. Se plaignent toujours des prix. Parce que nous-mêmes aussi, on ne prend pas ça facilement. Donc, on ne peut pas aussi donner ça sans avoir même quelque chose. Les choses ont changé parce qu'il y a déjà la crise économique, il n'y a pas l'argent. C'est ça qui fait. Et puis, le panier de la ménagère, ça va de plus en plus cher. Avant, les choses étaient moins chères. Le régime du plantain que tu achetais à 1000 francs, maintenant c'est 2000. Et même 2000 là pour l'écouler, vraiment, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il n'y a pas l'argent. Et quand tu prends le plantain en brousse, tu viens ici à Yaoundé pour vendre. Tu vois que le régime que tu achètes en brousse à 2000, tu viens ici, on te donne 1500. Parce que le plantain vient déjà à l'état fané. Tu vois que ça ne donne pas, papa. On maintient seulement. C'est ça que je demandais à l'État de penser aux régions de l'Est. Parce que sinon, s'il y avait les routes, on devait avoir plus de marchandises. Très concret.
auxquelles les vendeuses de plantes sont confrontées sur le terrain. On aura d'ailleurs l'occasion, vendeuses de bananes plantains, de revenir dessus. C'est important, mesdames et messieurs, d'en parler pour évoquer ces quelques difficultés-là. Julien Arsédio, c'est vrai, le problème de route, on en a déjà tellement parlé sur le plateau. La fête de la banane plantain se présente donc comme une opportunité pour expliquer à ces commerçantes-là ce qu'elles peuvent faire pour transformer ce produit, pour ne pas qu'il se dégrade sous le soleil, comme on le voit dans certains marchés. Nous annonçons d'ailleurs que l'un des responsables du guichet unique du commerce extérieur du Cameroun a rencontré, il y a cela quelques heures seulement, Antonio Oban pour toujours préparer cette troisième fête de la banane plantain. La question c'est, une commerçante pareille, participer à la troisième fête de la banane plantain serait une opportunité pour elle. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin, Julien Arsédio? Bon, c'est vrai que pour une dame comme ça, lui demander d'aller prendre un stand de 9 mètres carrés à 100 000 francs CFA, c'est un peu trop lui demander. D'accord. On ne comprend pas exactement où elle va, peut-être parce qu'elle produit à petite échelle. Oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut apprendre aux populations locales, si on peut le dire ainsi, d'autres mécanismes que ceux de stocker la matière première, qui est la banane. Non. Une fois que vous avez votre banane plantée, que vous ayez la possibilité, à défaut de la vendre directement, de la transformer localement. C'est-à-dire, vous gardez de l'argent, mais autrement. C'est ça qu'il faut enseigner aux Camerounais. Donc, moi, je pense qu'ils auraient pu, ces gens, ces populations auraient pu se regrouper en coopérative ou en GIC, déléguer des personnes, payer les stands et les formations s'il le faut, et revenir avec les connaissances pour le bien de la communauté. C'est comme ça qu'on doit commencer à penser nos villages, nos communautés, pour enfin qu'on ait des unités de valeur. J'ai envie d'appeler ça ainsi. Non, Jordan, un plantain qui est cultivé, normalement, traditionnellement, c'est soit pour être consommé localement, soit pour être vendu aux Gabonais qui viennent et autres. Maintenant, il y a une troisième option. Les Gabonais ne peuvent pas venir parce que faute de route, ou alors parce que les pluies ont coupé la route, et que votre plantain se trouve en train de mûrir et pourrir. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on leur donne d'autres mécanismes, qu'on leur enseigne d'autres mécanismes, qu'ils sachent qu'ils peuvent faire des chips, les envoyer en ville, qu'ils sachent qu'ils peuvent faire même de la farine avec du plantain et la commercialiser. C'est des formations qu'il faut dispenser aux populations localement afin qu'elles puissent s'épanouir. Et ça pourra avoir pour effet immédiat de limiter même l'exode rural. Oui. Donc du coup, Jordan, moi je pense qu'il faut absolument, mais c'est nécessaire, enseigner aux populations locales la nécessité de la mise sur pied des petites unités de transformation pour que leurs marchandises ne soient pas toujours condamnées à la livraison en état de matière première. Oui, des formations qui seront d'ailleurs, entre autres, visibles pendant cette troisième fête de la banane plantée, au cours de laquelle des ateliers seront organisés pour expliquer aux Camerounais qui ont la possibilité d'y participer qu'est-ce qu'on peut faire de la banane plantée. Romary Noafeu, pour terminer, le gouvernement camerounais dont on parle souvent et qu'on ne peut on ne peut pas faire abstraction de ce que font les autorités dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, on parle du problème d'infrastructure routière. Ces commerçants disent que le plantain peut venir, ça pourrit et personne n'achète. S'il y avait un conseil à donner à ces commerçants, eux-mêmes à leur niveau, qu'est-ce que vous leur direz ce matin? Je ne vais pas parler des routes. Oui. Et ça m'énerve et je suis énervé quand vous parlez toujours des autorités du gouvernement, patati patata. Jordan, si vous voulez mourir pauvre, allez étudier la haute administration, cherchez à entrer dans le fonctionnariat, cherchez à être fonctionnaire, vous allez mourir pauvre. Donc ne laissez pas croire aux gens que ce gouvernement est indispensable, non. Soi-même, on peut se doter des facultés et des outils pour être indispensable et pour être entrepreneur. Moi, je pense qu'il faut éduquer les populations locales, je l'ai dit, à la transformation. Faites comprendre à ces jeunes femmes que la banane plantain peut vous permettre d'avoir des spaghettis de banane. On en a vu. Spaghettis de banane plantain. On en a vu dans la région du Sud. Oui. Faites-leur comprendre qu'on peut avoir du vin non alcoolisé de banane. On en a vu avec Françoise Pouené il y a quelques jours seulement au Congrès. C'est possible, mais c'est juste qu'elles sont renfermées, je parle de ces populations locales, renfermées dans deux choses, l'achat et la vente. Je m'en vais acheter et je viens vendre pour me faire un bénéfice. Parce qu'elles ne trouvent pas d'enjeu de se faire éduquer justement à la transformation. Si effectivement ceux qui ont une faculté assez poussée de l'écosystème entrepreneurial prenaient la peine descendre sur le terrain, présenter à ces jeunes femmes les opportunités qui se posent, puisqu'elles sont nombreuses, qui ne font même pas la consultation des informations à travers la télévision. Quand elles rentrent la fatigue, un peu de novelas et puis elles s'endorment. Il faut trouver des voies et moyens pour faire passer l'information.
Voilà les opportunités qui s'ouvrent à vous. Voilà les enjeux dans le cadre justement de votre activité. Qu'est-ce que vous pensez? Pour quelle sorte de la mentalité du Bayam Nselang? C'est de ça qu'il est question. Parce que celle qu'on a regardée tout à l'heure, c'est en fait dans ça qu'elle vit. Je m'en vais acheter en bourse, je fais sortir ou vendre et me faire des bénéfices. Sauf qu'il y a bien plus meilleur que ça. Et effectivement, la FBPC qui s'apprête justement à s'ouvrir du côté de Douala, c'est une niche d'opportunité à la réalité. Et je sais d'ailleurs que vous êtes membre de plusieurs forats. Il faut bien vouloir partager cet élément pour attirer l'attention de ceux et celles qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas l'importance justement de la transformation de cette denrée alimentaire. Ce n'est pas seulement pour faire le congrès ou la banane malassée, c'est bien plus important que ça. Merci, Romaric Doifeu. C'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu aller à la rencontre très tôt ce matin. Oui, que les jeunes utilisent le plantain mûr là, ou plantain normal pour faire des chiffres salés. Ça n'existe pas, vous savez, des chiffres salés. Ça n'existe presque pas, on n'en trouve pas. Pourtant, c'est très bon à consommer. Oui. Et la demande est là. Voilà, la demande est importante. Sur le terrain. Ouais, on est habitué à consommer du sucré ou alors du non sucré. En rappelant, ce qui est au milieu là, c'est du salé ils sont nombreux. Les entrepreneurs camerounais invités à participer à cet événement qui auront la possibilité, événement, je parle de la 3e fête de la banane plantain, qui auront la possibilité d'utiliser le guichet unique au commerce extérieur du Cameroun pour justement faire des affaires avec l'international, le Brésil, qui est un partenaire de poids dans le cadre de cette organisation. Isidore Billy a d'ailleurs été rencontré hier par Tony Obama. Les deux personnalités ont discuté sur les différentes actions à prendre pour aider les entrepreneurs camerounais à faire valoir leurs offres et services dans le cadre de cette organisation. Et c'est avec cette information comme un terme à ce programme. Julien Job, merci à vous d'avoir été avec nous sur le plateau ce matin. Merci de m'avoir invité, comme d'habitude. Merci à Romaric avec qui j'ai partagé sur le plateau. Merci à ceux qui nous ont regardés. Nous avons rendez-vous demain, 10h. Mais en attendant, aux soir, c'est à partir de 18h avec Bertrand Bicard qui est de retour. Ah d'accord, j'ai cru que vous alliez également donner